Oui, alors bonjour et bonsoir. Donc, pour notre petite lecture, notre rendez-vous de ce soir ou de cet après-midi, selon où est-ce que vous vous situez, sur les lectures intuitives, grâce à la spirale évolutive, c'est un petit peu le sens de ce que je vais proposer. Alors, avant de commencer donc les lectures intuitives officiellement, j'aimerais ça peut-être vous parler un peu de ce que c'est que la spirale évolutive, parce qu'évidemment, c'est un terme qui peut amener un questionnement, j'imagine, hein. Alors, moi, j'ai donc écrit, attendez, je vais vous sortir j'ai donc écrit un livre qui est basé sur qui découle en fin de compte d'un rêve que j'ai eu il y a plusieurs années, dans lequel j'avais eu une vision très claire d'une façon de concevoir l'être humain. Cette façon de concevoir l'être humain, elle m'a beaucoup parlé dans le rêve parce que justement, elle était en accord avec toute mon expérience de thérapeute intuitif, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais des lectures intuitives, que j'ai jamais cessé également. Alors, donc, j'enseigne également. Alors, finalement, ça affecte de moi, je pense, une personne qui, bon, comprend comment ça fonctionne, qui le pratique aussi, donc qui est confronté également aux problèmes qui sont associés donc à la pratique aussi. Donc, ça fait donc quelqu'un, je pense, qui peut donc donner une bonne idée à quelque part de comment fonctionne l'intuition, de quelle façon on peut la développer. Et une des raisons pourquoi ce rêve-là m'a parlé, c'est que je sentais le besoin euh, de créer comme un langage. Parce que finalement, dans la pratique intuitive, lorsqu'on cherche à la développer, la pratique intuitive, on conçoit que c'est un peu comme une langue. Pour moi, la langue, l'intuitif, l'intuition est une langue. Et quand on dit je vais apprendre une langue, on peut se dire, bon, ben, je vais prendre un livre, je vais lire le livre, puis je vais apprendre la langue après, je vais pouvoir la parler. Ce qui n'est pas vrai. La langue, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Si je veux apprendre l'italien, que je veux apprendre l'espagnol, qu'importe la langue, ben, va me demander donc un effort pour pouvoir arriver à comprendre la logique de la langue et d'être capable de la parler. Donc, on a souvent tendance à penser que l'intuition, c'est quelque chose qui ne nécessite pas cet apprentissage-là. On pense qu'on va faire une méditation, on va avoir une révélation, puis l'intuition va être venue. Alors, c'est souvent je trouve, c'est une image folklorique de l'intuition pour moi, parce qu'évidemment, moi, j'avais beaucoup de facilité dès le départ, j'ai eu beaucoup de facilité à développer l'intuition, mais j'ai compris assez rapidement que si je restais simplement au niveau qui était ma facilité, j'allais avoir une compréhension de la langue qui était assez réduite. C'est-à-dire, je n'allais pas comprendre toute la logique, la richesse du langage. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je maîtrise l'ensemble du langage, mais je suis capable de comprendre le langage intuitif suffisamment pour être capable de le parler avec assez de facilité auprès des gens que je côtoie ou à travers ma propre démarche personnelle. Donc, l'idée de la spirale évolutive, ça a été un objectif, donc de développer un peu comme l'ABCDE, de développer un alphabet du langage intuitif. Et ce langage intuitif reposait donc sur les sept chakras. OK? Donc, moi, mes lectures intuitives ont toujours été un petit peu tournées autour des sept chakras. Les sept chakras, évidemment, c'est sept niveaux de conscience, mais c'est aussi sept glandes endocrines qui sont associées à des organes dans le corps physique et qui sont reliés au développement humain. Donc, à travers cette grille de lecture-là, on peut faire énormément de choses. En fait, on peut toucher à peu près toutes les facettes de l'être humain, qu'elles soient au niveau énergétique, donc la santé, également l'aspect psycho-émotionnel, donc la mémoire, et l'aspect spirituel également. Donc, pour moi, c'est une grille de lecture qui est très riche. Et j'ai donc écrit ce livre-là qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, qui a pour objectif donc de vous présenter les 56 principaux états de conscience dont se compose un être humain. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a 56 expressions en tant qu'être humain, mais on en a 56 principales. Et ces 56 principales-là vont évidemment se mettre en étroite relation les unes avec les autres, puis ils vont finalement générer d'autres états de conscience. Mais les 56 principaux sont vraiment les archétypes, pourrait-on dire, qui composent l'être humain. Et c'est basé sur quoi? Mais c'est basé sur les sept chakras. Et pour chacun des chakras, nous avons huit conditions énergétiques. Huit conditions énergétiques, c'est donc dire que quand j'observe le chakra d'une personne, je peux voir chez une personne qu'elle a un chakra équilibré, un chakra qui peut être désaligné, un chakra qui peut être hyperactif, hyperactif surchargé, hyperactif épuisé, ou hypoactif, hypoactif surchargé, hypoactif épuisé. Alors, chacun de ces états, ces conditions énergétiques-là, vont générer chez un être humain une façon de se manifester. D'abord et avant tout dans son champ subtil, c'est-à-dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais donc voir des états de conscience. Ces états de conscience-là vont refléter le chakra et la condition énergétique. Par exemple, je peux voir, je ne sais pas, une victime. Ben, une victime va refléter une certaine condition énergétique associée à une personne. Et à travers, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, quand je regarde quelqu'un qui a un corps fait de chair et d'os, dans son champ énergétique, je peux concevoir qu'il y a plusieurs états de conscience qui animent. En physique quantique, les physiciens, en fait, ont amené l'idée
qu'on était animé par un cerveau quantique. Le cerveau quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cellules de mon corps absorbent et émettent de la lumière, puis l'ensemble de toute cette émission lumineuse-là, c'est ma conscience. C'est-à-dire que mon cerveau n'est pas localisé dans ma tête, n'est pas localisé seulement dans mon cœur ou dans mon ventre, il est vraiment localisé partout. Ce qui veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je peux voyager dans son champ énergétique pour constater qu'il y a plusieurs états de conscience différents. Et la spirale évolutive, c'est ça. C'est un peu un voyage qu'on effectue à travers donc les états de conscience qui peuvent se manifester donc sous une forme énergétique, sous une forme psycho-émotionnelle ou sous une forme spirituelle. Et il peut y avoir plusieurs domaines de vie qui vont être concernés par ça. Par exemple, on peut parler de l'enfance, hein, c'est-à-dire que moi, je suis un adulte, mais je peux être animé dans mon champ énergétique par des mémoires associées à l'enfance. Donc, des expériences de mon enfance peuvent être présentes en moi. Ce sont des états de conscience avec lesquels je peux interagir pour apprendre à comprendre ce que cet état de conscience-là a à me communiquer, à me transmettre. Parce que l'état de conscience est animé par une sagesse, une forme d'intelligence, et par la pratique intuitive, je peux apprendre à communiquer avec cet état de conscience-là pour apprendre à comprendre qu'il y a une souffrance, une douleur, de comprendre qu'il y a un message, et ensuite d'interagir pour équilibrer l'état de conscience pour que je sois de plus en plus en harmonie avec lui, tout comme je peux le faire sur un partenaire. Donc ça, c'est donc l'enfance qui peut être touchée. Il y a le milieu les relations amoureuses ou relations familiales ou relations tout court, hein, qu'on a avec les gens que l'on aime. Donc, on peut porter dans notre champ énergétique des relations. Par exemple, mon père qui est décédé, mais peut être présent en moi. Je peux avoir ma compagne, ben, je peux avoir ma compagne présente en moi, dans mon champ énergétique, même si la personne existe toujours physiquement, j'ai en moi quelque part des états de conscience qui peuvent se manifester sous cette forme-là. Il peut y avoir également des mémoires, des états de conscience associés à ma vie professionnelle. Par exemple, mon patron peut être présent dans mon champ énergétique. Il peut y avoir également donc ma santé, hein, ma relation avec la santé, les organes, etc., qui peut être présent dans ma perception. Il peut y avoir également aussi toute la dimension spirituelle qui peut être présente et la relation avec les archétypes, donc les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales qui peuvent être présents également. Donc, vous voyez que dans la spirale évolutive, c'est un voyage à travers donc une série d'informations que je peux aller capter. Et dans le projet de la spirale évolutive, il y a donc un jeu de cartes. Je peux vous montrer ici une carte. Je ne sais pas si vous allez la voir très clairement. Peut-être pas. Attendez, j'essaie de reculer, d'avancer. Peut-être non, avancer, ça ne donne pas grand-chose. En tout cas, il y a peut-être trop de lumière. Mais vous voyez, c'est des cartes dans lesquelles, évidemment, on va aller chercher cette symbolique-là des chakras et la symbolique donc de la spirale évolutive associée donc aux 7 grandes familles d'âmes et aux blessures émotionnelles, etc. Puis il y a donc toute l'interprétation qui sont associées aux cartes qui vont permettre aussi, encore une fois, de développer le langage intuitif à travers un support plus facile d'accès, qui est un support physique, hein, comme vous voyez, ça, c'est le jeu de cartes en lui-même. Donc, ça, c'est les images que vous pouvez donc voir. Donc, vous ne voyez pas très clairement, mais enfin, ça vous donne une idée. C'est un produit qui va, lui, finalement, est en train de se finaliser et il devrait sortir pour le mois de mai, à peu près. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'était un peu pour vous expliquer d'où venait la spirale évolutive et de quelle façon que moi, je cherche à l'appliquer, la spirale évolutive, mais c'est de la même façon que j'ai toujours cherché à l'appliquer, c'est-à-dire que depuis le début de ma carrière, quand je fais des lectures intuitives sur les gens, je constate que dans le champ énergétique d'une personne, il y a donc de l'énergie, mais il y a également dans cette énergie-là de l'information qui appartiennent à des événements de la vie d'une personne qui peuvent être associés donc à tous les secteurs que je vous ai parlé et qui font effectivement qu'un être humain peut être plus ou moins d'accord avec plein d'énergies qui sont en lui, qui reflètent finalement les niveaux de conflit qu'il peut avoir avec sa propre vie et avec sa propre interrelation avec les événements, etc. Et l'idée donc de tout ça, c'est de chercher à équilibrer le plus possible l'énergie de la personne. Alors moi, ce que j'ai pensé faire comme lecture intuitive, oui, il y aura donc un replay pour ceux que ça intéresse, bien sûr, qu'on pourra donc vous envoyer un replay sur la conférence et qui sera accessible également sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, l'idée de les lectures intuitives que je pensais faire, c'était donc de proposer une exploration des 7 familles d'âmes, finalement, les 7 chakras, avec donc une expérimentation au moins de 7 personnes, c'est-à-dire que je ferai une lecture intuitive sur le chakra racine, donc la famille d'âmes des Vātsas, ce qui me permettrait de vous la présenter, et ainsi de suite. Donc, on ferait un petit voyage comme celui-là. C'est un peu ce que j'avais en tête de faire. Puis évidemment, bon, c'est de l'improvisation, on va voir comment les choses vont aller aussi selon les circonstances, mais c'était un peu l'idée que je m'étais donnée
que je m'étais donné comme activité comme ce soir. Alors, vous avez peut-être des questions, alors n'hésitez pas, vous me le faites part dans le chat, et puis moi, ben, je pourrai y répondre tout au long de la présentation, n'hésitez pas. Et évidemment, donc, j'aurais envie donc de commencer tout de suite maintenant, sans plus tarder, euh, la lecture intuitive. Alors, combien de temps environ la lecture? Je ne comprends pas très bien ta question, Gisèle, parce que je n'ai pas de montre avec moi pour déterminer ça va prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes. Ça se fait à quelque part selon l'observation que je vais faire, puis selon l'interaction que je vais avoir avec la personne. Évidemment, c'est comme on dit, c'est à la bonne franquette, puisque ce n'est pas une consultation officielle que je fais avec vous, hein. C'est plutôt une consultation officielle, c'est une consultation dans laquelle je fais un voyage dans les diverses structures énergétiques de votre personne et dans lesquelles on cherche à établir l'ensemble de la personne. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me concentrer sur un chakra et dans lequel je vais me concentrer sur ce qui anime ce chakra-là par rapport aux états de conscience dont je vous ai parlé et de chercher donc à voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour l'équilibrer. Mais en fin de compte, d'une façon très sommaire, hein. Ce ne sera pas quelque chose qui va durer 20 minutes, hein. Ça va durer moins de temps que cela, disons. Alors, ce qui me permet à personne qui aurait envie d'expérimenter, puis c'est comme ça qu'on va se lancer dans l'action, je n'ai pas donc déterminé comme tel. Alors, je suis volontaire pour la lecture, c'est Céline. Alors, Céline, tu vas commencer, donc, si tu veux bien, la petite exploration. Ah, il y avait, bon, je reviendrai, il y a des gens que je n'avais peut-être pas vus, mais bon, on va commencer avec Céline, c'est la première personne qui m'est apparue dans la lecture. Et puis à partir de là, bien évidemment, Céline, si tu es d'accord avec moi, on va donc commencer justement avec l'idée Oui, euh, de faire une lecture intuitive sur le chakra racine, donc le bâtisseur. ok. J'ai mon petit chien sur moi. Est-ce que ça, ça change l'affaire? Non. Non, non, je suis pas allergique aux chiens, ça va. L'énergie n'est pas mêlée, là. Ok. Non, vraiment pas, vraiment pas. C'est pas le genre de choses qui va affecter quelque chose. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en relation donc, avec le chakra racine, puis je vais te dire un petit peu, je vais parler du bâtisseur en même temps. Alors, la famille d'âme des bâtisseurs, peut-être que je vais commencer avec ça. C'est la première famille d'âme. Donc, quand on est sur Terre, ben, la première chose qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de s'incarner sur la planète Terre. Et quand on s'incarne sur la planète Terre, la chose qui est normale de faire, en fin de compte, c'est de constater que la planète Terre, elle a des règles et des lois. Et ces règles et ces lois-là ne sont pas définies par l'être humain, elles sont définies par le fonctionnement de l'univers et de la planète Terre. Donc, ce n'est pas nous qui arrivons avec des règles et des lois en disant, ben, voici ce qu'est la planète Terre. Non, c'est la planète Terre qui nous dit, regarde, voici mes règles et mes lois. Donc, lorsqu'on arrive sur Terre, on est confronté à cette logique-là. Et en tant que bâtisseur, ben, on doit effectivement développer cette, j'appelle moi, l'intelligence et l'humilité aussi associée à ça, l'intelligence de comprendre comment la planète Terre fonctionne pour apprendre à savoir comment l'utiliser, cette planète Terre-là, et comment finalement développer aussi dans la matière, par exemple une maison, une table, bon, divers objets quelque part. On va apprendre donc à comprendre comment la matière fonctionne pour arriver à pouvoir se réaliser, prospérer dans la matière. Donc, le bâtisseur, c'est beaucoup ça qu'il va chercher à faire. Puis évidemment, quand on regarde ça d'un point de vue collectif, le bâtisseur, c'est quelqu'un qui, à l'origine des temps, pourrait-on dire ça comme ceci, reconnaît que la planète Terre est un paradis et reconnaît quelque part que s'il veut préserver ce paradis-là, il va devoir se soumettre en quelque sorte aux règles et aux lois que la planète Terre propose. Malheureusement, quand on regarde comment la société s'est développée, on comprend bien que le bâtisseur s'est perdu en chemin. C'est-à-dire que on s'est éloigné des lois de la vie qui sont associées donc au fonctionnement de la planète et de l'univers pour devenir de plus en plus prétentieux face à la planète Terre, puis à se dire, ben voilà, nous allons posséder la planète Terre, nous allons en faire quelque chose qui nous appartient et nous allons en faire ce qu'on en veut et on ne tiendra pas compte des règles et des lois que la planète Terre nous impose en quelque sorte. Tu vois, donc c'est ça un peu le bâtisseur à l'origine, c'est quelqu'un qui aurait dû finalement préserver quelque chose, un paradis, de préserver et faire en sorte que l'humanité se développe autour de la règle d'art qui était de respecter la vie. Et malheureusement, on s'est éloigné de ça. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des sociétés où, là, par exemple, on a l'impression, en tous les cas, que la planète Terre a été épuisée de ses ressources, on l'a exploitée d'une façon outrancière en ne respectant pas ces règles et ces lois-là. Donc ça, c'est un peu l'aspect théorique que je dirais, c'est-à-dire qu'on comprend que le bâtisseur à l'origine, c'est quelqu'un qui est donc en harmonie avec la nature et qui cherche à bâtir, à construire dans la matière, puis qui est à l'aise avec ça. Et en tant que bâtisseur équilibré, c'est ça qu'il est. Mais on sait que des perturbations qui vont l'éloigner de ça, c'est souvent associé à la blessure émotionnelle de l'abandon, qui va l'éloigner
donc de cette volonté de rester en état d'équilibre avec la nature, puis qui va nous amener donc à nous éloigner, puis à perdre pied, à devenir de moins en moins connecté avec la réalité. C'est là qu'on va souvent, par exemple, d'une façon générale, la société, elle a malheureusement pris beaucoup l'emphase sur la dimension matérialiste, où on cherche à exploiter la planète Terre et ne plus voir la planète Terre comme un organisme vivant, tout comme l'être humain que nous sommes, voyons d'autres êtres humains comme des moyens d'exploiter ces êtres humains-là pour faire plus d'argent, pour arriver à être plus riche, etc. Donc, tu vois, il y a quelque chose là-dedans de déséquilibré qui en est résulté. Donc, si je vais, donc on va regarder maintenant pour toi, Céline. Tu vois, la première chose que je te dirais par rapport à ton chakra racine, puis à la famille d'âme des bâtisseurs, ce que je vois, c'est comme quelque chose tu sais, un peu comme la notion d'esclave. Je dis ça comme ça. Tu sais, la notion d'esclave, c'est comme quelqu'un qui s'est tout donné, qui a tout donné. Alors, quand on a tout donné, c'est-à-dire quelque part qu'on s'est beaucoup, beaucoup investi, et on s'est beaucoup investi, mais dans une forme de soumission, dans une forme d'ouverture envers les autres, hein. Alors, quand moi, je suis soumis à d'autres êtres humains, je peux me donner corps et âme à ces êtres humains-là, mais je ne me trouve pas dans une position où je m'assume complètement, parce que je suis dans le don. Alors, quand on est dans le don, on se donne, on se donne, on se donne, puis des fois, on se perd dans la relation qu'on a avec les gens. Et ça peut être effectivement comme un piège ou un danger. Et c'est ça un petit peu que je sens, que ça me donne comme impression au niveau de ton chakra racine et de la famille d'âme des bâtisseurs, Céline. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, mais je me, comment je dirais ça, je me soigne. Je Oui, me ben soigne j'espère, ben oui. depuis décembre particulièrement. OK. Alors, si c'est présent, évidemment, c'est certain que ça ne veut pas dire que tu te soignes mal, ça veut juste dire quelque part que c'est encore inscrit. Là, on va faire une action pour rétablir l'équilibre là-dedans, une petite action pour voir comment ça va changer les choses. Ça va nous donner, ça va nous aiguiller vers le processus de transformation que tu es en train de manifester. Ça va? Oui, puis en même temps, je me demande s'il n'y a pas des mémoires d'ancienne vie dans ça aussi. Bien sûr, ça c'est clair qu'il y en a. Sauf que, évidemment, l'objectif de ce que ça met en évidence aujourd'hui, c'est que même s'il y a des mémoires d'autres vies qui sont là, dans ton présent, cette mémoire-là, quelque part, elle cultive quelque chose qui t'éloigne de ta nature profonde. Tu comprends? C'est que ça t'éloigne de ton essence. Alors, on fait une action pour équilibrer ça, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'évidemment, on pourrait toujours dire que c'est la faute des mémoires d'autres vies, mais à un moment donné, quelque part, ces mémoires d'autres vies-là, finalement, c'est quoi? C'est une relation que moi j'ai avec avec le passé. Donc, je suis en résonance avec ce passé-là. Ça veut donc dire que dans mon présent, je traîne avec moi un matériel psychique qui n'appartient pas à mon présent et qui me pollue mon présent. Exact. Par contre, c'est pour ça que c'est important justement de travailler avec ce qui est présent dans le champ énergétique, parce que c'est ça finalement qui est là, qui fait qu'on résonne avec les ramifications du passé. Donc là, je vais faire une action pour équilibrer ça. Ben, tu sais, la notion respect, le mot respect, ça doit te parler un peu parce que c'est un mot qu'on entend quand même assez fréquemment, mais c'est ça que je sens que ton corps a besoin. Le respect, effectivement, c'est que quand on se respecte, on est confronté à devoir se comporter d'une certaine façon. C'est-à-dire que si je me respecte, je ne peux pas faire comme si je ne me respectais pas. Hein, si je dois me respecter, je dois me respecter. Donc, il y a pas, on ne peut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me dire, ah, ben, je me respecte, mais j'accepte à quelque part que cette personne abuse de moi. Ben non, tu ne te respectes pas si tu fais ça. Hein, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire, je me respecte, mais j'accepte que. Ben non. Si tu te respectes, tu te respectes. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans, tu vois. Je te dis ça parce que quand on a une sensibilité, quand on est émotionnel, quand on a une volonté d'être en harmonie avec notre entourage, on peut avoir cette logique-là que je viens de te nommer. C'est-à-dire qu'on peut dire, je veux être gentil, mais je veux me respecter. Ouais, mais tu veux te respecter, mais pour te respecter, des fois, ben, il ne faut pas nécessairement être gentil. Il faut des fois être capable d'être ferme. Il faut être capable de dire, ben non, là, si tu ne me respectes pas, je ne peux pas accepter ça. Tu sais, une façon plus ferme. Et je sens que chez toi, quelque chose que tu as certainement développé à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en pleine période de libération, justement, en pleine période là, où j'ai posé des gestes très, très fermes, à l'extrême, je dirais, là, Mm. depuis décembre. Et puis, je continue à y aller dans ce sens-là.
Ben, moi, je t'encouragerais vivement de le faire parce que tu vois, quand on parle de chakra racine, on pense, je parle maintenant, c'est vraiment le bassin, mais c'est aussi les jambes. Et quand on regarde l'énergie dans tes jambes, ben, ce qui est clair, c'est que tes jambes ne sont pas solides. Et pourquoi elles ne sont pas solides? Parce que justement, ben, c'est cette position de fermeté, ben, à quelque part, est encore un peu instable. Donc, sois bien attentive à cette instabilité-là. Parce que quand on n'est pas tout à fait stable, on demeure encore sensible à notre entourage et on peut se faire, comment dire, se faire manipuler. Je veux dire, j'utilise des termes un peu grossiers, là, mais Ouais. se faire manipuler par le fait que des gens vont nous avoir sur le détour parce qu'ils vont faire valoir, pauvre de moi, je me sens, j'ai besoin de toi, etc. Et là, on peut facilement succomber. Ça, je te dirais d'être attentif à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu sois un corps, que tu sois très, très froid très dur avec les gens, mais je te dirais quelque part de ne pas être naïf, par exemple, parce Hmm. que ce côté naïf-là pourrait t'amener, en fin de compte, te faire ravoir de nouveau dans cette dynamique-là. Je vais rester très attentive à ça. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on peut être un peu naïf parce qu'on se dit toujours ça se peut pas qu'il y ait de la mauvaise foi, mais il y en a. Tout à fait. Puis comme pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'au niveau de tes jambes et de ton bassin, quand même, l'énergie, elle n'est pas encore solide. Tu vois, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que quand on parle de la spirale évolutive, elle passe sur le principe que mes jambes doivent être solides pour être capable d'avoir l'énergie suffisante pour avoir mon chakra racine solide et ensuite faire me remonter l'énergie d'une façon progressive vers le haut. C'est ça la spirale, hein? Et c'est ça un peu pour cette raison-là que je te fais cette recommandation-là. Ça va? Oui, l'ancrage est important. Puis, est-ce qu'il y a d'autres façons pour se solidifier? Se tonifier, tu dis? Se solidifier, tu dis les jambes ne sont pas assez solides. Je pense que l'ancrage est important dans ce que tu dis. Oui, l'autre chose qui est importante, c'est existe des plantes, entre autres, en médecine chinoise. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui faisaient l'acupuncture, médecine chinoise plutôt, et j'ai travaillé en collaboration avec eux. Alors, j'ai pu constater qu'il y a des formules qui pouvaient être aidantes à ce sujet-là aussi, qui travaillent sur le yin et le yang des reins, qui peuvent aider justement à tonifier cette région du corps. Donc, ça peut aussi être aidant, ou des produits tonifiants par rapport toujours à cette région-là, qui stimulent la circulation des jambes et qui viennent supporter donc les glandes surrénales pour arriver à développer l'énergie de combat, en fin de compte, hein, l'énergie qui fait qu'on est capable de faire face à des stress, être capable de s'affirmer aussi dans des situations. Donc, ça aussi, ça pourrait être utile, tu vois. OK, parfait. Enregistré. C'est bon, mais je te remercie. Il y a le Merci. yoga aussi qui peut être une façon de tonifier les jambes et tout ça, ça peut être intéressant également. Voilà. Ah oui? OK. Hmm. Merci. C'est bien. Ben, je te remercie à toi. Donc, si vous voulez bien, on va passer. Donc, il y a une question qui me posée ici. Est-ce que ça se rapproche de la médiumnité, ce que je fais? C'est une question. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai développé l'information que je recevais, c'est une formation qui me transmettait, qui nous enseignait comment développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, l'exorcisme et les soins énergétiques. C'était un peu ça le concept. Et évidemment, je ne comprenais pas tout à ce moment-là parce que, bon, quand on commence, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On ne sait même pas c'est quoi faire la différence entre la clairvoyance et la médiumnité, par exemple. Donc, la question qui est là, c'est pour ça que ça me met un point d'interrogation, parce que la médiumnité est très mal comprise en général. La clairvoyance, c'est celui qui voit. Il voit quoi? Il voit des perceptions. Il peut les voir les yeux ouverts, il peut les voir les yeux fermés. Il y a des perceptions visuelles qui vont se manifester à lui. Le clairaudient va entendre des voix qui peuvent être dites par une blessure émotionnelle que la personne peut avoir, mais ça peut être également une forme de sagesse qui peut être exprimée. Et le clairsentient, c'est celui qui va avoir des sensations. Il va capter les sensations qui sont associées donc à souvent la personne. Donc, dans le cas de la médiumnité, ben, normalement, on va interpréter, je dis bien interpréter parce qu'il faut il faut bien faire attention parce que là, on peut affirmer plein de choses et c'est facile d'affirmer plein de choses parce que ça nous donne une belle image. Hein, moi, si je dis ben, je suis en communication avec un ange, l'ange Gabriel, ben là, à quelque part, tout le monde viendrait m'applaudir puis me dire, mon Dieu, je veux savoir mon message. Alors que si je leur dis autre chose, ben, ils vont donner moins d'importance. Alors, vous comprenez qu'il y a un piège là-dedans. Le piège, c'est l'illusion de croire, de l'illusion de la foi. L'illusion de la foi, c'est que moi, je vous raconte n'importe quoi. Si je suis convaincant, vous allez me croire. Alors, il faut développer le discernement. Et l'intuition, c'est la principale chose qui permet d'arriver au discernement, c'est de comprendre finalement que si moi je dis que je suis un médium, ben médium, c'est qui? C'est quelqu'un qui se dit être en communication
avec une source supérieure. Maintenant, si je dis que je suis un clairvoyant, qu'est-ce que je fais? Je suis en communication avec une source supérieure aussi. Le clairvoyant va être capable de capter des informations animés de sagesse qui sont associés à l'histoire de vie de la personne. Donc, ça peut être associé à des mémoires d'autres vies, ça peut être associé à des mémoires familiales, ça peut être associé à son histoire personnelle, ça peut être associé à sa santé, à son potentiel santé. Normalement, le clairvoyant, clairaudient, clairsentient, c'est ça qu'il va chercher à développer. Le médium, lui, va se dire en communication soit avec des personnes décédées ou soit avec des guides. C'est à peu près ça globalement. Donc, encore là, évidemment, qu'est-ce qui va être le mieux entre les deux? Moi, j'ai été médium longtemps, j'ai été identifié comme un médium pendant des années, jusqu'au moment où j'ai comme reconnu à quelque part que euh, j'ai simplement dit à quelque part que la médiumnité, finalement, c'est comme, qu'est-ce que c'est que la médiumnité? C'est de croire que je communique avec une énergie. Hein, si je dis je communique, moi, mon guide, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Bon, je reste avec l'idée que mon guide, c'est Gabriel, puis c'est avec lui que je communique tout le temps. Sauf que dans la pratique intuitive, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut élargir notre palette de couleurs à l'infini. C'est-à-dire que je peux communiquer avec l'ange Gabriel, avec Jésus, Bouddha, avec qui je veux. Et c'est de ce sens-là que je ne donne plus d'appartenance à une énergie, je donne de l'appartenance à plusieurs manifestations qui peuvent me guider, m'orienter, cheminer avec moi, etc. L'intérêt de ça, c'est que ça me permet de me sortir de ma zone de confort. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est que si je dis, j'allais voir mon bon pote, l'ange Gabriel, ben mon bon pote, à quelque part, je développe une relation de confiance avec lui, mais c'est une relation de confiance qui va m'amener toujours à développer un même type de langage. On sait que l'intuition, c'est un langage universel. Donc, si je communique au nom, par le biais de Jésus, par le biais de Bouddha ou par le biais d'une autre énergie, inévitablement qu'une manifestation de mon langage intuitif va prendre une autre couleur. Et je trouve ça intéressant, moi, personnellement, de jouer là-dessus. Donc, moi, ce que je considère, c'est que je fais un peu de tout ça, et que dans ce sens-là, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, pour toi, Nicole, ce que ça veut dire la médiumnité, parce que la médiumnité, c'est un mot, malheureusement, et c'est un mot qui veut dire pour les gens des choses différentes. C'est ce que j'ai observé, moi, souvent. Alors, ça dépend. Puis il y a aussi le channeling qui touche un peu la médiumnité également. Bon, c'est toutes des choses qui sont touchées dans l'enseignement que moi je propose, parce que quelque part, dans mon enseignement, tout ça fait partie d'une même intervention. Et c'est un jeu de l'esprit qui fait qu'on va jouer dans l'un ou l'autre de ces manifestations-là. Donc, il n'y a pas de. Je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas clairaudient, clairsentient ou médium, je suis un peu tout à la fois dans le sens que je développe un peu toutes les habiletés pour être capable de jouer avec ces manifestations-là. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec la deuxième famille d'âmes, donc le communicateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je fasse une démonstration? Je vais prendre donc la première personne. C'est Hélène qui est la première personne cette fois-ci qui va donc le faire avec un oui, en plus en bold, là, donc en foncé, donc c'est du sérieux. Donc, Hélène. OK. Alors, pour commencer, Hélène, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le communicateur pour montrer un petit peu la logique de la famille d'âme. Donc, le communicateur, qu'est-ce que c'est à l'origine? Le communicateur, finalement, c'est l'enfant qui apprend à définir qui il est. C'est-à-dire qu'il reconnaît, lui, qu'il n'est pas papa puis il n'est pas maman, il est lui. Alors, ça fait partie du processus important du développement humain, ça de dire, ben, finalement, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa, je ne suis pas mon professeur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis moi. Alors, définir qui on est, c'est définir notre identité. Et notre identité, quelque part, implique que l'on soit obligé d'accueillir qui on est. Hein, parce que c'est pas parce que je nais sur Terre que moi, quelque part, j'ai choisi consciemment tout ce que je suis. Hein, je suis confronté à constater que des aspects que j'aime, des aspects que j'aime moins bien de moi, et que peut-être que mes parents ou les gens autour de moi vont aussi me refléter que des facettes de moi qui peuvent être dérangeants, qui peuvent ne pas plaire, etc. Donc, il y a tout un processus d'identification que je fais avec moi-même qui va faire que je vais accepter qui je suis, qui va m'amener vers l'authenticité. L'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai d'être vrai avec moi et d'être vrai avec les autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important de comprendre ici, c'est que plus je suis à l'aise avec ce qui anime mon être intérieur, plus je suis capable de dévoiler qui je suis vraiment et plus je suis capable de cheminer avec d'autres êtres humains dans le même objectif d'authenticité. Ça veut donc dire quelque part qu'on est dans une relation vraie, authentique avec les gens que l'on côtoie. Et encore une fois, quand on réfléchit à ça, ben, on se dit, c'est super, cette authenticité-là. C'est comme naturel d'envisager que moi, que vous, que tout le monde, on ait cette authenticité-là entre nous, puisque quelque part, c'est humain d'être comme ça. Maintenant, ça, c'est la théorie qui vient de parler, puisque quand on regarde la société dans laquelle on est, on comprend bien quelque part que cette notion d'authenticité ne fait pas partie
ne fait pas partie du paysage humain tant que ça. On regarde en politique, par exemple, l'authenticité, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve, mais elle est quelquefois difficile à trouver. Dans les médias, les journalistes, le journalisme, quelquefois, bien évidemment, cette authenticité n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Il y a plein de domaines dans lesquels on est dans une forme de volonté de communication et cette communication, finalement, ne permet pas justement cette forme d'authenticité, cette forme de vérité et qui fait quelque part qu'on est capable d'avoir des échanges qui sont justes et qui sont appropriés parce qu'on n'est pas en train de projeter sur l'autre quelque chose. On est dans notre espace et on partage avec l'autre quelque chose qu'on a à partager avec lui, et cette autre personne-là va partager avec nous quelque chose sans qu'il y ait d'affrontement, sans qu'il y ait de confrontation, simplement dans une notion d'échange. Quand on pense dans une relation amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est un homme, une femme, ou un homme, ou comme tout ce que vous pouvez imaginer, parce que maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Mais un homme et une femme, qu'est-ce que c'est? C'est deux êtres humains qui se rencontrent. Ils ne vont pas tomber l'un sur l'autre, ils ne vont pas tomber amoureux, hein, tomber dans le sens de perdre pied. Ils vont reconnaître qu'ils sont droit debout l'un et de l'autre, et il va y avoir une zone de partage, et cette zone de partage va permettre justement d'échanger dans cette zone de partage-là ce qu'ils ont à s'offrir mutuellement. Donc, en s'offrant mutuellement quelque chose, ils vont s'apprécier, ils vont échanger quelque chose, ils vont s'enrichir, et quand ils vont cesser cette zone de partage, ils vont simplement faire vaquer à leurs occupations réciproques. Alors, on voit ici que l'idée de la communication authentique, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on n'a pas tellement développé socialement parlant, malheureusement, parce que justement, on a cette tendance à garder en cachette finalement nos intérêts, parce qu'on a compris que socialement, c'est comme ça qu'on arrive à nos meilleures fins. Et si je trompe quelqu'un, ben, je suis mieux de ne pas lui dire que je vais le tromper, hein, je vais le tromper en cachette. Alors, c'est là qu'on néglige à quelque part cette authenticité d'une façon de plus en plus importante dans la société. La blessure émotionnelle qui va entraîner l'éloignement du communicateur authentique, c'est le rejet. Pourquoi? Mais évidemment, c'est que si moi je suis dans mon espace et que je m'accueille et que que je m'accueille pas, en fin de compte, je me rejette, ou que quelqu'un de mon entourage me rejette, bien inévitablement, je vais m'éloigner de mon authenticité et c'est là que je vais déployer quelque part une certaine perturbation dans mon champ énergétique. C'est ça qui va malheureusement se faire. Donc, maintenant, Hélène, tu es toujours là, donc on va simplement prendre le temps de regarder ton énergie, ça te va? Oui, parfait. Tout est parfait. Donc, c'est relié au chakra sacré, donc on va travailler davantage sur le communicateur avec toi. Toi, la première chose que je dirais de toi, Hélène, c'est que au niveau de ton chakra sacré, cette notion de communicateur authentique, mais c'est un peu comme s'il y avait quelque chose carrément qui était rejeté de ta part. Qu'est-ce qui est rejeté? Mais évidemment, c'est cette relation que tu as avec toi-même. Tu sais, quand on se dit je suis moi, ben, je suis moi, ça veut donc dire, ben, si je suis moi, ben, je vais être en paix avec moi. Et si je suis en paix avec moi, ben, je ne vais pas commencer à me débattre avec moi-même, je ne vais pas commencer à me rejeter, je vais simplement prendre le temps de m'accueillir. Et j'ai l'impression que c'est comme si, à quelque part, je sentais de ton côté à toi comme une forme de rejet de toi, comme si tu ne voulais pas, à quelque part, être toi. Pourquoi? Mais moi, je le sens comme des pleurs. Puis les pleurs, ben, c'est un peu comme, tu sais, quand on se dit aimante, on se dit une bonne personne, puis que notre entourage nous reflète que même si on est une bonne personne, on n'est pas assez bonne pour les autres, ben à ce moment-là, on peut se dire, ben, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas assez bonne, c'est pas moi qui est assez à la hauteur, et ainsi de suite. Je ne sais pas si comment tu me suis par rapport à ça, Hélène. Encore une fois, c'est très précis. C'est exactement ça. Moi, je me perçois comme une bonne personne et effectivement, on m'a fait comprendre que c'est jamais assez. Ouais, puis c'est Donc, là que ça c'est a plein du pernicieux. bon sens. Ça a Puis beaucoup là, de c'est là bon que c'est sens. pernicieux parce que tu vois en ayant cette impression que tu n'en fais jamais assez, ça veut donc dire quelque part que tu ne peux pas te permettre de faire la paix avec toi. C'est un peu comme quelqu'un qui est toujours obligé de s'imposer quelque chose qui n'est pas son rythme, qui n'est pas sa nature, pour essayer de se faire aimer ou se faire reconnaître, se faire valoriser. Donc, on tombe dans un piège où on est de moins en moins en accord avec soi et de plus en plus dans le désir d'être en accord avec les autres. Et ça devient un peu comme un piège. Tu me suis? Très bien. Ça me touche parce que Oui. ça vient me chercher, là. Je travaille actuellement là-dessus, justement, pour prendre toute la place auquel j'ai droit, sans prendre celle-là des autres, mais prendre toute la place qui me revient. Oui. Puis là, on va essayer de faire une action d'équilibre, d'équilibrer ça, voir un petit peu comment ça va bouger.
Tu vois, quand on cherche à équilibrer la région de ton chakra sacré, qui est relié au ventre, hein, puis c'est important de le dire parce que le ventre, à quelque part, on a découvert qu'il y a une intelligence du ventre, hein, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau dans le ventre, il y a beaucoup même de neurones dans le ventre. Et ce qu'on découvre souvent dans le ventre, c'est que il y a quelque chose d'important dans la volonté que l'on a de commencer à se dire, ben moi, euh, j'ai envie euh, j'ai envie d'exister avec moi. Et cette existence-là me met dans une position où je suis obligé de reconnaître que j'ai des intrusions en moi. Les intrusions, ça touche l'idée que notre flore intestinale, lorsqu'elle est perturbée, elle peut muter, elle peut se transformer en des fleurs qui sont complètement désorganisées à l'intérieur de soi, puis qui peuvent entraîner même l'impression des fois d'avoir une entité à l'intérieur de soi. C'est des choses qui ont été observées dans les neurosciences. Et alors, je ne dis pas que tu as une entente dans toi, mais je veux dire, simplement de dire qu'il y a quelque part une forme de contamination. Et cette contamination, bien évidemment, t'oblige, toi, à te protéger de l'entourage. Parce que si l'entourage a réussi à te convaincre qu'il était plus important que toi, tu vas inévitablement devenir l'autre. C'est-à-dire que tu vas devoir finalement faire des efforts pour devenir ce que l'autre personne veut que tu sois. Et à ce moment-là, tu vas donc te perdre dans l'autre, tu vas donc te sentir de plus en plus happé parce que l'autre veut de toi et de moins en moins être connecté avec qui tu es, tu vois. Et on voit finalement que le travail qu'on cherche à équilibrer, c'est un peu comme une décontamination. C'est comme si tu apprenais à renouer contact avec toi. Et renouer contact avec toi, ça entraîne des pleurs parce qu'inévitablement, il y a comme une déception. Parce que justement, on est confronté à constater qu'on ne pourra pas justement euh, être aimé à notre juste valeur de cette façon-là. Quelque part, on est obligé de se protéger de l'autre. Et en se protégeant de l'autre, ben, quelque part, c'est comme s'il y avait effectivement une forme de deuil qui en résultait. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ça a beaucoup de bon sens. Ça fait 2 ans que je travaille quotidiennement pour guérir, restaurer mon intestin parce que mon problème, il est là. La base de mon problème est là. Les traumas sont enregistrés dans l'intestin, puis il y en a beaucoup dans mon cas. Donc, j'étais en train de le guérir en restaurant mon intestin mécaniquement. Je fais du travail à tous les jours. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gains, mais je continue d'en faire parce que je sais qu'il y a encore de travail à faire. Oui, puis un travail qui est à faire, sans doute, c'est la réunification avec soi, c'est-à-dire de se réapproprier le droit d'être qui je suis et de ne plus être finalement happé parce que les autres voudraient ce que je sois. Tu vois, c'est ça un peu l'idée du travail que je sens que tu as besoin de faire maintenant. Ça te va? C'est en plein ça. Surtout que je suis une aidante naturelle, donc c'est sûr que j'ai un certain tiraillement entre la réunification avec moi et le besoin, des besoins, tu sais, de répondre aux besoins qui sont là quand même, là. Je comprends. Donc, c'est pour ça que c'est important, justement, la partie de l'enracinement, par exemple, puis aussi se rappeler qui je suis par rapport à qui les autres sont. Hein, les autres peuvent avoir des besoins, mais moi, est-ce que je suis obligé de répondre aux besoins que les autres ont vis-à-vis de moi? Non, je ne suis pas obligé. Je peux choisir de le faire, je peux ne pas choisir de le faire, je peux choisir de faire un certain nombre de choses, puis je peux choisir de mettre des limites. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour te rappeler quelque part que quand on est justement quelqu'un qui est naturellement désireux de répondre aux attentes des autres, ben, quelque part, on met des balises pour se protéger. Sinon, on peut se faire happer facilement. C'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie. C'est bien, c'est bien. Bon, mais t'es bien parti alors. Tu as bien ciblé, Sylvain. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Hélène. Alors, on Merci. va passer donc à la troisième famille d'âmes qui sont les guerriers. Alors, les guerriers, finalement, c'est dans le processus du développement humain, finalement, c'est un peu plus comme l'étape de l'adolescence, pourrait-on dire. L'adolescent, ben, lui, à quelque part, il commence à comprendre qu'il est valorisé lorsqu'il a des talents. Les talents, par exemple, je suis bon en sport, mon papa est très fier de moi parce que je suis bon dans un sport, donc je vais me sentir valorisé. Je peux être également très bon en mathématiques. Je pourrais être valorisé par un parent ou un professeur ou je ne sais quoi. Donc, c'est cette ce sentiment d'importance que j'ai de constater que je suis valorisé parce que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Par exemple, la beauté. Hein, par exemple, je peux avoir la beauté et tout le monde me trouve belle, tout le monde me trouve beau. Et à ce moment-là, ça peut me donner un certain sentiment d'importance, de valeur. Et tout ça, finalement, va être associé à ce sentiment de rayonnement.
Et le rayonnement, c'est que quand les gens arrivent, quand je rentre dans un espace, les gens qui m'ont donné une certaine valorisation, ben, vont me donner un sentiment que moi, je suis plus important que les autres. Donc, ça va me donner le sentiment que cette importance-là nourrit mon ego, pourrait-on dire, puis nourrit quelque part cette capacité que j'ai de rayonner qui est reliée au plexus solaire. Donc, c'est ça un petit peu donc le guerrier. Puis évidemment, vous l'avez compris que le guerrier, à quelque part, le mot sonne guerrier dans le sens de vraiment guerre. Alors, le guerrier, quelque part, idéalement, c'est un être justement qui va chercher à assumer sa lumière sans pour autant essayer d'imposer sa lumière aux autres, hein. C'est-à-dire, moi, je suis un guerrier, je suis lumineux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver avec d'autres êtres humains lumineux et je vais reconnaître que les autres êtres humains lumineux ont quelque chose à m'apporter qui vont m'être favorables dans mon développement. Alors, vous voyez que c'est dans ce sens-là, évidemment, que chaque être humain a une possibilité de collaborer ensemble et que quand on collabore ensemble, on devient tous plus forts finalement. Donc ça serait l'idéal du guerrier. Malheureusement, vous l'avez compris, que le guerrier, lorsqu'il est blessé, entre autres la blessure de l'humiliation et la blessure fondamentale associée au guerrier, donc, l'humiliation, c'est le sentiment quelque part qu'on perd pouvoir sur les autres, hein. On a l'impression justement qu'on n'a plus la même, qu'on n'a plus la même lumière que l'on avait au départ. Et le fait qu'on n'ait plus cette lumière-là, bien évidemment, va générer en nous ben, une grande déception. Il y a quelqu'un qui a son est ouvert, mais je n'arrive pas à trouver. Donc, si vous pouvez fermer votre son pour éviter, voilà. OK. Donc, ça, c'est pour le guerrier. Alors, le guerrier, quelque part, quand il est dans cette position, justement, d'humiliation, ben, quelque part, il va générer certains types de comportements que je n'irai pas en détail aujourd'hui, mais j'aimerais aborder, d'un point de vue collectif, à quoi ressemble le guerrier collectivement. C'est-à-dire que, humainement parlant, nous, en tant qu'êtres humains, on a appris finalement à vivre cette espèce de situation de domination. C'est-à-dire que les dominants dominés, c'est ce que le guerrier est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que collectivement parlant, notre façon de gérer le guerrier, c'est soit que je domine les autres par mon autorité physique, hein, par ma puissance physique, ou par ma puissance psychique, ou par une position financière, ou des choses de cet ordre-là, et qui vont faire que des gens vont être dominés, voire humiliés, parce que justement, ils ne sont pas respectés dans la dimension humaine. Malheureusement, c'est ça qui a résulté du guerrier. Et évidemment, c'est quelque chose, évidemment, qu'on espère tous un jour, hein, que l'être humain aura la sagesse et l'intelligence de concevoir différemment cette position de lumière, plutôt que de vouloir justement prendre la lumière des autres, de chercher justement à collaborer pour que la lumière de chacun puisse rayonner. Malheureusement, on n'en est pas là, mais on sait qu'un jour, peut-être que l'être humain sera en mesure d'assumer ça. Est-ce que quelqu'un voudrait que je fasse une démonstration avec le guerrier? J'ai entendu quelqu'un, mais en même temps, j'ai vu quelqu'un sur le chat qui était plus rapide. Ben non, Donc, mais désolé. j'étais la troisième dans la... Oui, mais là, on n'en discutera pas, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde. De toute façon, tu auras Bon, sûrement ben, la mais moi, il faut que possibilité. je quitte. C'est tout. Je suis désolé, je suis désolé. Écoute, Bon. je suis désolé. Puisque c'est Simon, moi, j'y vais selon, pour bien exprimer les choses, c'est que quand je dis j'y vais, c'est la première personne qui va finalement se présenter à moi à ce moment-là. Donc, je suis désolé pour les autres. Je suis obligé donc d'y aller selon des règles, hein, pour permettre donc de suivre le chemin. Donc, c'est Simon qui va être, qui n'a pas de vidéo ni audio, c'est possible avec le chat, Simon, il n'y a aucun problème. Donc, je vais simplement te dire qu'est-ce que je perçois, puis tu vas me dire comment tu reçois les informations à ce moment-là. Donc, Simon. Ah, tu vois, ce que je sens de toi, Simon, au niveau du guerrier, tu sais, quand on dit à quelque part que moi, j'ai une nature guerrière, la nature guerrière, dans le sens équilibré du terme, c'est le rayonnement de la lumière. C'est-à-dire que j'incarne ma lumière et que parce que j'incarne ma lumière, ben, je suis un être rayonnant et lumineux. Et là, ce que je sens de toi à ce niveau-là, c'est qu'il y a une condensation énergétique dans le plexus solaire, comme un peu comme quelqu'un qui se sent abusé ou qui se sent dominé par l'extérieur. Alors, on a donc un rayonnement potentiel, mais ce rayonnement-là est réduit par le fait qu'on ait cette espèce d'obstacle envers nous, hein. C'est comme si on n'arrivait pas, nous, à s'épanouir parce que l'extérieur nous empêchait de pouvoir être rayonnant. Un peu comme si on avait l'impression que le seul moyen pour nous d'exister, c'est d'exister derrière ou être à l'ombre de quelqu'un, hein. C'est un peu l'impression que ça me donne, moi, cette image-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Simon, de ça. Donc, tu passes par le chat, évidemment, je le comprends, mais quand tu as l'occasion de me donner une réponse à ce sujet-là, et je vais donc chercher à équilibrer, moi, pendant ce temps-là, oui, il y a cette frustration-là, un peu, effectivement.
Donc, on va essayer de cheminer dans l'idée avec une action pour équilibrer ton énergie, Simon. Tu sais, c'est un peu comme quand on dit, par exemple, je suis un enfant. Alors, je ne sais pas quel âge tu Simon, mais tu es probablement un adulte. Et un adulte, ben, quelque part, il a le désir d'être perçu comme un adulte. Alors, si on n'est pas perçu comme un adulte par un autre adulte qui, lui, se comporte avec nous comme si on était un enfant et qui ne nous permet pas d'épanouir notre lumière, notre rayonnement, parce qu'on a l'impression qu'on a le seul moyen pour nous d'exister auprès de cette personne-là, c'est d'être perçu comme un enfant qui est dominé par l'autre personne, ben, on comprend évidemment ici pourquoi on n'arrive pas justement à s'épanouir dans le plexus solaire. Parce que s'épanouir dans le plexus solaire, ça implique quoi? Mais ça implique évidemment qu'on reconnaisse qu'on est un adulte et qu'on reconnaisse qu'on n'a pas envie que quelqu'un nous abuse de nous ou abuse de son autorité envers nous. Hein, lorsqu'on est devant un adulte, ben, on a envie que l'adulte qui est avec nous ben, nous respecte et qu'on puisse collaborer ensemble. Quand ce n'est pas le cas, ben, évidemment, on a envie d'exploser à quelque part. On a envie de se faire entendre. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Simon. Oui, est-ce que le guerrier est pas trop dépendant de la reconnaissance extérieure? C'est pas le guerrier qui est trop dépendant de la reconnaissance extérieure, parce que finalement, le guerrier, c'est quelqu'un qui rayonne sa lumière. Donc, il n'est pas dépendant. En fin de compte, un guerrier équilibré n'est pas dépendant de l'extérieur. Il assume ce qu'il est tout simplement. Tout être humain, dans son développement psychique, doit un jour rayonner de sa propre lumière. Donc, c'est pas déterminé par ce que l'extérieur. Parce que rayonner sa propre lumière, ça ne veut pas dire qu'on va être applaudi à chaque fois qu'on rayonne notre lumière. Ça veut dire que si moi je rayonne de ma lumière, je suis en accord avec ma propre lumière, ma propre incarnation. Ça ne veut pas dire pourtant que les autres vont, eux, m'accorder une reconnaissance de la lumière que je manifeste. Alors, ça implique donc que moi, je sois capable d'incarner ma lumière, même si l'extérieur va à l'encontre de moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bien important à comprendre. Puis l'autre chose que je te dirais par rapport à ça, Simon, c'est que pour être capable de reconnaître ta propre lumière, ben, il faut effectivement que tu assumes ta masculinité, tu assumes ton masculin, tu assumes ta dimension adulte aussi, et que tu te permettes justement de commencer à assumer donc l'idée qu'il y a quelque part ben, un homme, puis un homme, ben, quelque part, il n'a peut-être pas envie de suivre le chemin qu'on lui impose, il n'a pas envie de répondre positivement à tout ce qui lui nous est demandé. Donc, on est obligé, quelque part, de s'accorder le droit de dire, ben voilà, moi j'ai ma lumière, toi tu as ta lumière. C'est-à-dire que la personne qui est devant moi qui veut m'imposer sa lumière, ben, elle a le droit d'être dans sa lumière, mais elle n'a pas le droit de m'imposer sa lumière. Donc, vous voyez que c'est ça un peu que moi je sens de toi, Simon, par rapport à ça. Oui, c'est sûr que le guerrier déséquilibré, bien sûr que lui va avoir il y a plusieurs types il y a deux grandes tendances chez les guerriers équilibrés, c'est le dominant et le soumis. Le guerrier qui perd actif va devenir de plus en plus désireux de dominer son entourage. Alors, c'est sûr que ça, c'est le guerrier qui est plus hyperactif, qui va dominer son entourage et qui va chercher à faire valoir quelque part son droit de s'imposer aux autres, hein, parce que lui a sa lumière, mais lui veut que sa lumière soit imposée aux autres. C'est ça que l'hyperactif va faire. L'hypoactif va être plutôt soumis, dominé. Lui va finalement avoir de la lumière, mais il va se mettre en retrait. Il ne va pas vouloir incarner sa lumière d'une façon trop importante. Il va laisser le soin aux autres d'être lumineux, puis lui va se mettre derrière. Tu vois, c'est un peu ça la tendance. Et chez toi, bien évidemment, on comprend bien que tu n'es pas dans l'hyperactivité, mais tu es beaucoup plus dans l'hypoactivité, dans le sens que tu es plus quelqu'un qui va se laisser dominer en quelque sorte, un peu comme un enfant se laisse dominer par un parent, par exemple, toi. Alors, c'est là quelque part que toi, tu dois commencer justement à te rendre compte qu'en dedans de toi, il y a un homme. Et cet homme-là, ben, il n'a peut-être pas envie qu'on le perçoive comme un enfant. Il a donc peut-être envie qu'on le perçoive comme un adulte. Donc, ça implique évidemment que de ton comportement à toi, il se change des choses à ce sujet-là. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, Simon. Si tu as des questions, c'est vrai, merci. OK, alors donc, ce serait peut-être un petit travail que tu pourrais faire de réfléchir de ton côté à quelles sont les caractéristiques de l'homme qui est en toi que tu n'assumes pas. Ce serait intéressant parce que, tu sais, quand on pense à la lumière, quand on pense au guerrier, on pense à influenceur. C'est-à-dire, l'influenceur, c'est que moi, je rayonne. Alors, de quelle façon que moi, je peux rayonner davantage dans ma vie? Ça ne veut pas dire que je vais devenir dominant ou je vais devenir dominé. Ça veut juste dire quelque part que je vais être dans ma position de verticalité et dans lequel je vais assumer ma lumière. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous de réfléchir à quoi je ressemble quand je suis dans cette position d'incarnation de ma lumière et de quelle façon que je peux mieux assumer cette facette-là de moi dans mes échanges et mes relations avec mon entourage.
Donc voilà, alors je l'assume, mais je réagis un peu trop avec révolte quand je suis en solitude. Ça, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par rapport à ça, parce qu'en solitude, tu veux dire finalement que tu n'acceptes pas qu'on t'abandonne à quelque part, qu'on te délaisse ou ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'est certain quelque part que c'est là finalement cette notion d'adulte, tu vois. Quand on est un adulte, on assume notre individualité, on assume notre solitude aussi. Alors, quand on tombe dans la position de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait l'enfant? L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il veut de son entourage? Il veut que maman ou papa soient présents. Si maman et papa n'est pas là, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il peut faire diverses choses, mais une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à gueuler ou qu'il va se mettre à dire ben, comment ça se fait que papa et maman ne sont pas là, j'ai besoin d'eux, comment ça se fait qu'ils ne sont pas là, etc. Là, on ne se comporte pas comme un adulte. Et c'est pour ça que je te dis, Simon, c'est que la position de l'adulte, c'est la position justement de quelqu'un qui assume sa lumière et qui n'est pas en train d'attendre que quelqu'un vienne le nourrir dans sa lumière ou qui vienne le nourrir dans son besoin de reconnaissance. Et c'est ça, quelque part, que je sens que tu aurais sans doute avantage à regarder à l'intérieur de toi-même, de quelle façon que tu peux apprendre justement à assumer ta lumière, puis à assumer ton leadership, je pourrais dire aussi, on pourrait dire ça aussi, pour que ta vie devienne plus en harmonie avec toi. Donc, merci à toi aussi, Simon. Alors maintenant, on va passer à la famille d'âmes des serviteurs qui relient au chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur est vraiment lié en relation avec l'adulte. Alors, on vient d'en parler justement. L'adulte, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui apprend à reconnaître son désir, qui apprend à reconnaître sa maturité, c'est-à-dire qu'il apprend à reconnaître qu'il est sur Terre, il s'aime. Il aime quoi? Ben, il aime à quelque part ce qu'il est. Il a appris à s'apprécier, à s'aimer, puis a appris à reconnaître que maintenant qu'il s'aimait, il avait envie de partager avec la société ce que lui avait compris de la vie et ce qu'il avait de plus beau à offrir. Alors, l'homme adulte ou la femme adulte ont un peu cette même objectif-là de se dire, ben, que maintenant que je m'aime, maintenant que j'ai appris à trouver ma place dans la société, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner quelque part ce que j'ai de plus beau à offrir parce que j'ai l'impression que je pourrais aider à ce que la société puisse évoluer, avancer. Donc ça, c'est l'idée de base du serviteur. Malheureusement, évidemment, vous l'avez compris, dans la société, on n'encourage pas tellement l'homme adulte ou la femme adulte à devenir effectivement quelqu'un qui peut donner à quelque part à la société quelque chose de satisfaisant parce que la société, comme elle fonctionne selon des règles et des ramifications qui sont assez étroites. C'est-à-dire qu'un être humain qui veut s'épanouir, pour s'épanouir, ben, il va falloir qu'il trouve un chemin individuel. Il va falloir qu'il trouve un chemin qui lui est propre à lui, puis qu'il trouve un chemin dans lequel il va prendre sa voie, même si elle est autonome par rapport à la société, parce que justement, la société ne lui donne pas d'espace pour qu'il puisse s'épanouir tant que ça. Alors, c'est souvent là que le serviteur, derrière, c'est quelqu'un qui est souvent dans une démarche individualiste parce que justement, il reconnaît que pour arriver à cheminer, à avancer, progresser dans la société, puis de donner à quelque part ce qu'il a le plus beau à offrir, bien, il est obligé de prendre des chemins parallèles à la société parce qu'il voit bien que la société, comme elle est conçue, bien, amener des changements à cette structure-là, c'est tellement compliqué qu'on pourrait y perdre beaucoup d'énergie à vouloir changer le monde. Donc, il est mieux souvent de passer par des voies parallèles. Il y a un film que j'aime beaucoup, moi, qui m'a bien marqué et que j'ai beaucoup aimé et qui reflète un peu pour moi la définition du serviteur. C'est le film qui s'appelle Demain. C'est un documentaire qui présente justement des individus qui proposent concrètement des solutions pour que le monde devienne meilleur. Alors, ces gens-là, quelque part, n'ont pas attendu d'être reconnus socialement parlant. Ils ont juste reconnu qu'ils avaient une certaine maturité en eux, une certaine envie de faire quelque chose. Et ils le font. Ils le font avec justement leur moyen de base, c'est-à-dire qu'ils vont faire des changements. Ils proposent une solution à l'agriculture, ils proposent une solution à l'économie, ils proposent une solution à diverses situations. Et ils le font sans se poser de questions à savoir s'ils doivent aller voir des politiciens ou je ne sais quoi pour changer le monde. Non, ils y vont selon leurs moyens, selon leurs capacités. Et c'est un film qui est inspirant pour cette raison-là, qui reflète un peu bien, assez bien cette nature du serviteur. La blessure émotionnelle qui est reliée au serviteur, c'est la trahison. Et la trahison, bien évidemment, ça touche le cœur, ça touche l'amour. Bien, vous l'avez compris, évidemment, que quand ça touche ça, bien évidemment, l'être humain va fermer son cœur
Et quand on ferme son cœur, bien évidemment, on peut effectivement devenir plus renfermé sur soi, plus égoïste, par exemple. On tombe dans l'hypoactivité à ce moment-là. Et dans le cas de l'hyperactivité, ben, on va devenir effectivement quelqu'un qui est très dans le don de soi. Et on va se perdre dans les autres, quelque part, même si les autres ne se comportent pas adéquatement avec nous, on va devenir finalement quelqu'un qui ne va pas reconnaître finalement les autres. Hein. Il ne va pas reconnaître la douleur que les autres peuvent lui apporter parce qu'il va se dire, le plus important, c'est que je donne. Ah oui, comme des excès là-dedans. Alors, on comprend ici que dans la société, cette notion de serviteur, mais ça fonctionne sur le principe des gens qui sont donneurs puis les gens qui sont preneurs. Alors, les gens qui sont donneurs, mais c'est des gens qui donnent naturellement. Donc, les serviteurs, dans leur côté excessif, vont devenir des donneurs, mais d'une façon excessive. Et les gens qui sont finalement dans l'hypoactivité, dans le cas du serviteur, ben, vont devenir des gens qui sont des preneurs. Les preneurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui prennent l'énergie des autres. Ils prennent l'énergie. Pourquoi ils prennent l'énergie? Ben, parce qu'ils ne veulent pas, eux, en donner. Ils veulent juste la prendre parce que quelque part, ils ont l'impression que de cette façon-là, ils s'enrichissent. Donc, vous voyez, c'est un peu le concept du serviteur qui se retrouve dans cette situation-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait que je fasse une démonstration avec lui au niveau du serviteur maintenant qu'on le fait. Donc, la première personne qui va se présenter dans le chat, c'est avec cette personne-là que je vais travailler. Donc, Serge. Alors, Serge, on va donc travailler sur le serviteur, donc qui est relié au chakra du cœur. À toi, ce que je sens de toi, Serge, au niveau de ton chakra du cœur, on sent comme une forme de renfrognement sur soi. Alors, pour moi, ça touche un peu l'aspect de l'hypoactivité, hein, quand on s'isole un peu, parce que quelque part, on a besoin de faire valoir qu'on existe. Alors, pourquoi on a besoin de tant que ça de faire valoir qu'on existe? C'est parce que quelque part, on n'a peut-être pas eu l'impression qu'on avait eu le droit d'exister. Donc, on est obligé de rappeler à tout le monde qu'on existe constamment, continuellement, parce que quelque part, on n'a pas eu la chance d'exister comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait souhaité. Donc, c'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps chez toi. Puis tout ça, finalement, ça nous amène à quelqu'un, je vais faire une caricature en le disant comme ça, mais qui est quelqu'un qui est insatisfait. Parce que quand on dit j'ai eu un manque, ben, ça veut donc dire quelque part que je veux combler ce manque-là. Et ce manque-là, effectivement, peut des fois être exagérément demandé parce que j'ai l'impression qu'on ne me donnera jamais assez pour que je sois satisfait. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là que je perçois chez toi, Serge. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai pas trop l'impression. Non, je le ressens pas vraiment comme ça. Et tu le Euh, je- ressentirais comment, toi? Moi, j'ai tendance à donner et j'attends rien en retour. Donc, voilà, Ah, c'est. c'est drôle parce que moi, ce que je sens de toi, au niveau de ton cœur, c'est vraiment cette blessure à quelque part de quelqu'un, justement, qui veut, tu sais, comme on dit ça autrement, puis tu vas me dire ce que tu en penses, c'est quand tu dis que tu donnes beaucoup, ben, quelque part, on donne beaucoup, mais dans cette intention, consciente ou inconsciente, hein, quelque part, de vouloir finalement se faire valoir, de faire valoir quelque part que comme on donne beaucoup, ben, quelque part, on a une certaine valeur, on a un sentiment quelque part qu'on est apprécié, qu'on est reconnu, et comme si ça devenait une forme de... Pardon? Non, non, j'ai rien dit. Et que ça peut devenir quelque part une forme, j'allais dire une forme de drogue, j'exagère en le disant comme ça, mais une forme de dépendance ou une forme de besoin qu'on cherche à répéter, répéter, parce que justement, on a besoin de donner beaucoup, parce que justement, ce besoin qui est en nous euh, de faire valoir quelque part qu'on est quelqu'un de bien, ben, ça devient quelque part une forme de fragilité, parce qu'à force de vouloir être bien, ben, on devient dépendant de montrer à tout le monde qu'on est bien. Puis à un moment donné, ben, on s'éloigne de notre propre équilibre à ce travers cela. Tu comprends? Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, je pense, oui. Alors oui, je partage un peu parce que bah, c'est des choses que j'ai pu vivre, mais il y a assez longtemps. C'est-à-dire que bah, la reconnaissance, il n'y en avait pas. J'ai souvent été abaissé. Et puis voilà, aujourd'hui, je dirais que je m'en sors assez bien sur pas mal de plans et je fais entre autres de la formation, je partage même des choses sans attendre, comme je disais, sans attendre en retour, même sans attendre d'argent. Ouais, mais c'est ce que je te dirais, moi, c'est que quand cherche à rétablir ton cœur, il y a l'émotion qui remonte, c'est j'en ai assez, toi. Alors, je te dirais d'être attentif parce qu'évidemment, les gens qui ont un chakra du cœur qui est très développé, qui est très actif,
la principale chose qu'on va retrouver chez ces gens-là, c'est la fatigue. Pourquoi? Ben parce que comme c'est des gens qui sont très dans le don de soi, comme tu le décris si bien, ben ce don de soi-là, quelque part, est un piège. Parce que plus je donne aux autres, plus quelque part, ben moi, finalement, ben, je me retrouve dans une position où je ne suis pas dans une position nécessairement de réceptivité. Donc, cette réceptivité fait qu'à un moment donné, je peux, moi, me fatiguer et qui peut m'amener justement à me dire, ben, peut-être que j'ai peut-être pas, j'ai peut-être besoin quelque part de me ressourcer plutôt que de donner de me ramener à moi quelque chose, c'est-à-dire de recevoir, d'accueillir finalement. Et j'ai l'impression que c'est là quelque part qu'il peut y avoir comme une volonté chez toi de, de te rappeler quelque part qu'en toi un besoin de penser à toi, de te ramener vers ce besoin quelque part d'origine qui est de dire moi, 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 moi. Parce qu'à quelque part, il y a quelque chose en toi qui a besoin à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en Peut-être. penses. Oui, oui, je, oui, je l'entends. Oui. C'est, Oui, puis tu sais, l'idée de t'as pas besoin, tu fais des choses, puis tu n'as pas besoin de retour, ça, c'est très bien. Maintenant, tu pourrais aussi dire, ben oui, pourquoi j'aurais pas un retour? Pourquoi quelque part c'est si important qu'il n'y ait pas de retour? Moi, je te dirais, dans la vie, il y a des échanges. Et ces échanges-là, ben, quelque part, font que quand on fait quelque chose, c'est normal qu'on ait un retour, quel qu'il soit le retour, parce que quelque part, c'est comme une question simplement d'échange. Et cet échange-là devient quelque part quelque chose d'important dans la vie. Tu sais. Puis le chakra du cœur est beaucoup dans cette notion de je donne, je reçois. Et je pense que ça serait peut-être intéressant d'être attentif à ça. mais je trouve que je reçois beaucoup. OK? Je trouve, Moi, je trouve que j'ai des, enfin, des beaux échanges et le fait de pas toujours attendre quelque chose des autres, eh ben, ça vient naturellement. oui, mais moi, je vais te dire mon opinion, hein. Puis là, je te dis, on ne fera pas une Ah ouais. histoire bien complexe là-dessus, mais j'ai l'impression, moi, quelque part, que cette façon que tu as de te présenter comme ça, en te disant, bon, ben, j'attends, j'ai des beaux échanges, j'attends pas rien des autres, moi, je pense que quelque part, ça cache effectivement une peur. Une peur, justement, de se mettre dans cette forme d'engagement. L'engagement, c'est de dire, je donne, je reçois. Et c'est un engagement qui nous relie à l'autre à ce moment-là. On n'est plus dans une position de dire, ah, j'ai pas besoin de l'autre, ou j'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin que l'autre me donne quelque chose, comme une espèce de position un peu de protection quelque part. Puis je pense qu'il y a une forme d'engagement en toi à ce niveau-là qui serait intéressant peut-être d'explorer. C'est un petit peu ce que je te dirais. Ok. C'est bien? Mhm. Merci. Ben, bienvenue. Ensuite, maintenant, on arrive donc à la stade des créateurs. Donc, Edo qui me dit, tu as du temps pour moi, Sylvain, avant que je parte ce soir. Ben là, évidemment, on est dans l'étape du créateur. Et comme je disais, je suis un petit peu la façon que je fais, c'est-à-dire que je vous présente les 7 familles, puis à partir de là, bien évidemment, vous arrivez au bon moment, puis je vous prends. C'est simplement comme ça que je dirais ça. Donc, le créateur, mais qu'est-ce que c'est? C'est le cinquième chakra. Et quand on commence à aborder le cinquième, le sixième, le septième, ce sont des chakras qui tournent vers le ciel, c'est-à-dire ce sont des chakras qui sont moins orientés dans l'incarnation. On a vu que le cœur était vraiment associé à l'homme, à la femme, à l'adulte, et au niveau du créateur, de la gorge, on s'ouvre à l'être humain qui commence à s'ouvrir vers le ciel, c'est-à-dire qui commence à développer des antennes vers le ciel et à se connecter aux planètes, aux étoiles, à l'infiniment grand, et à connecter avec ce qu'on pourrait appeler des inspirations, la créativité, des inventions qui n'ont pas été encore conçues sur Terre, mais qui ont pour objectif justement d'amener sur Terre des nouvelles formes, des nouvelles façons de voir les choses, etc. Donc, les créateurs sont vraiment des gens qui ont une démarche individuelle et sont souvent en avance sur leur temps parce que leurs antennes les connectent avec des choses qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas encore pris forme sur Terre. Donc, c'est des gens qui ont une sensibilité à comprendre vers quoi l'être humain tend. Malheureusement, des fois, ils arrivent avec des projets tellement avant-gardistes qu'ils ne vont pas être toujours reconnus d'emblée. Mais c'est une démarche que je dirais qui est donc associée donc aux créateurs. Et les créateurs, évidemment, leur problématique qu'ils vont rencontrer, comme je disais tantôt, c'est que comme ils sont avant-gardistes, ils vont souvent vivre une expérience d'injustice. L'injustice, c'est quelque part l'impression de dire, ben voilà, j'arrive avec des super beaux projets, j'arrive avec des super belles inventions, et les gens ne reconnaissent pas mon aspect inventif, ils ne reconnaissent pas quelque part ma créativité, ils ne reconnaissent pas ma valeur et ça me blesse, c'est là l'injustice individuelle qui va en résulter à ce moment-là chez les créateurs. Donc, c'est ça un petit peu que j'aurais à dire. Puis évidemment, bon, les créateurs, bien évidemment, ce sont des gens qui font bouger la société. Donc, vous comprendrez quelque part que socialement parlant, quand on regarde la collectivité humaine, comment l'être humain fonctionne en général, c'est que quand quelqu'un arrive avec de nouvelles idées, ben, avant que la nouvelle idée soit reconnue par la collectivité, ça prend un temps fou. On peut penser simplement avec la physique quantique. Ça fait des années et des années que la physique quantique a été
a été mis en place, des gens ont commencé à amener des idées à ce sujet-là, mais avant que la physique quantique ait pu vraiment eu une emprise sur la réalité terrestre, ça a pris un temps fou, ça a pris plusieurs années. Donc, tous les projets créatifs ont un peu cette même logique-là de dire, ben voilà, moi j'arrive avec une idée et cette idée-là, avant qu'elle puisse se réaliser ou ce projet ou cette invention puisse être reconnue socialement, ça prend un temps important. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait, pour le créateur, donc que je puisse faire une démonstration avec cette personne-là? Donc, Valérie se présente. Donc voilà. Alors, Valérie, je vais donc faire la région de la gorge. Donc, on va aller voir le créateur qui est en toi. Toi, la première chose que je te dirais, Valérie, au niveau du créateur, c'est que c'est pas épanoui dans cet espace-là de la gorge. Il y a quelque part comme une forme de renfermement de l'expression, comme si on avait l'impression quelque part que si on oserait dire ce qu'on a à dire, par exemple, ben on ne serait pas à quelque part dans un mode d'épanouissement. On ne pourrait pas exprimer librement ce que l'on est. Donc, on apprend un petit peu à garder en dedans de soi des choses, puis on ne les partage pas, on ne les exprime pas, on ne les verbalise pas. Donc, inévitablement, ce comportement-là ben, ne nous met pas en contact avec la dimension créatrice de notre être. On a plus tendance à se renfrogner sur soi et à ne pas laisser l'expression prendre forme à l'état de nous-mêmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie, de ça. Et là, ensuite, je vais donc faire des actions pour équilibrer ce que je perçois de toi. Alors, si tu peux me donner un petit mot sur le chat, pour me dire ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. J'ai dit tout ce que je pense et ça ne plaît pas toujours. Ouais, mais il y a quelque chose, en tout cas, d'une blessure qui est là. Euh, pour moi, il y a une forme d'épanouissement qui n'est pas là. Tu vois, l'épanouissement, quelque part, c'est que la gorge, à quelque part, lorsqu'elle est librement exprimée, ben, il n'y a pas de heurte, il n'y a pas d'obstacle, tu vois. Mais là, ce que je sens, c'est qu'il y a une forme d'inhibition. Et l'inhibition, quelque part, fait que la dimension créative, elle n'est pas exprimée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que finalement, quand on est dans une situation de non-communication, je vais te dire ça comme ça. La non-communication, c'est que moi, quelque part, je peux très bien dire des choses qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai à dire. Je peux très bien, par exemple, ce que tu dis, c'est que tu peux très bien dire ce que tu penses et ça ne plaît pas toujours. Mais moi, ce que je te dirais, quelque part, c'est que il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et ce qui se cache derrière ça, c'est pour moi, c'est comme une forme de vérité plus profonde qui est en toi, que tu n'oses pas dévoiler, que tu n'oses pas montrer. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait, moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je vais communiquer aux gens ce qu'ils n'ont pas d'extraordinaire ou ce qui ne va pas dans leur vie ou ce qui ne convient pas à leur histoire. Je vais être capable de focuser sur qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Je vais donc être franc, je vais donc dire qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui peut être dérangeant autour de ça, mais je ne vais pas dévoiler qui je suis. Et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a envie de s'épanouir et qui est caché derrière ce comportement que tu as développé, cet état de conscience que tu as développé, dans lequel tu peux paraître justement quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, mais finalement qui cache finalement la raison d'être de son existence. C'est comme ça que je te dirais ça, toi. Un peu comme quelqu'un qui a une certaine lumière à l'intérieur d'elle-même, puis qu'elle a appris à la cacher parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas entendue. Et elle a donc appris, donc, effectivement, à être quelqu'un qui exprime, verbalise, etc., mais sans dévoiler à quelque part cette facette-là d'elle-même. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Valérie. J'étais comme tu dis, mais je ne le suis plus. Je ne cache pas, mais je ne suis pas entendu. Mais tu vois, quelque part, c'est ça. Je ne suis pas entendu. Alors, quand on dit qu'on n'est pas entendu, ben, quelque part, il y a deux options à ça. Le créateur doit être un individualiste, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à assumer sa propre capacité à assumer sa créativité. Alors, assumer sa créativité, c'est assumer quelque part individuellement son chemin. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais à gauche, ben, individuellement, en tant que créateur, je dois prendre la direction à gauche par moi-même. Pas attendre que les autres me disent bravo, tu fais bien. Tu vois, c'est comme si je devais être un individualiste. Et cet individualiste-là, évidemment, c'est une souffrance que ça demande, parce que ça demande à quelque part que j'ose prendre un chemin individualiste, individuellement, et que je me donne la foi d'y croire, tu vois.
Et c'est là, quelque part, que j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une voie qui peut être entreprise de cette façon-là, tu vois. Alors que quand on reste dans cette espèce moi, je dirais ça comme de tourbillon, je dirais ça comme ça, au niveau des échanges humains dans lesquels on cherche à quelque part à faire valoir que l'on existe, qu'on tente en tout cas de vouloir exister, puis que les autres ne nous reconnaissent pas, mais on reste prisonnier de quelque chose qui nous empêche de pouvoir nous épanouir et de prendre le chemin qu'on souhaite prendre, tu vois. C'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Valérie. C'est pas grave si tu n'arrives pas à activer la vidéo, tu vois. Mais tu peux activer ton micro, effectivement. Donc, tu peux peut-être me dire ton avis là-dessus, Valérie. Parce que tu vois, quand on cherche à équilibrer l'énergie de ta gorge, c'est ça qu'on sent, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de déception. Comme ça, quelque part, toute notre vie, on a voulu être reconnu, on a voulu être entendu, on a voulu être à quelque part apprécié, accueilli, etc. Et que finalement, on constate à quelque part qu'on n'y parvient pas, qu'on n'arrive pas à cette reconnaissance-là. Donc, c'est évident qu'il y a un plan, un chemin à prendre qui est notre chemin à nous. C'est ça qui va être le plus salutaire, je dirais, pour toi par rapport à ça. Puis c'est sûr que c'est un chemin qui demande un certain apprentissage pour pouvoir le parvenir, mais je pense que ça serait sans doute quelque chose qui te serait utile à reconnaître et à faire le deuil en quelque part de l'attente que tu peux avoir face aux autres, parce que l'attente devient un piège. Quand on attend après quelque chose, on ne parvient pas à se manifester en tant qu'être humain. Et ce serait peut-être intéressant pour toi de jeter un coup d'œil à ce sujet-là. OK, donc je vais peut-être passer donc au sixième chakra. Je vais attendre que Hélène, que Valérie plutôt donne un feedback si elle le veut bien par rapport à ce que je viens de dire. Et on va passer donc à la sixième famille d'âmes qui concerne donc le chakra frontal et qui touche le philosophe. Alors, le philosophe, finalement, c'est toujours dans la progression vers le ciel. C'est notre. Donc, Valérie me dit à méditer, donc c'est très bien. Et donc, pour le philosophe, finalement, c'est le sixième chakra. Ce sixième chakra-là touche évidemment ce qu'on appelle le troisième œil, souvent, hein. Et le philosophe, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui a favorisé une synchronisation de ces deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire, il a reconnu qu'il y avait l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui communiquent ensemble. Et cette communication font qu'il y a quelque part l'aspect intuitif qui est enrichi par l'aspect rationnel et l'aspect rationnel qui est enrichi par l'intuitif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est simplement intuitif, c'est quelqu'un qui a donc la capacité de trouver un équilibre entre l'intuition et la raison. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à comprendre parce que ça veut donc dire que le philosophe va être capable de manifester des intuitions, puis va être capable d'articuler une pensée autour de l'intuition. Donc, c'est quelqu'un qui va souvent enrichir son langage intuitif par un langage accessible à tous en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que le philosophe va souvent être capable d'influencer une collectivité. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a donc une volonté de faire valoir quelque part les règles, de faire valoir une philosophie humaine plus en accord avec l'être humain que nous sommes et qui va faire évoluer la conscience humaine. Alors, le philosophe, évidemment, ça peut être quelqu'un qui peut être dans un pays avec une certaine pensée philosophique, spirituelle, il peut y avoir d'autres êtres humains parallèlement sur la planète Terre qui ont une pensée similaire à la sienne. Donc, finalement, c'est des êtres humains, les philosophes, qui vont contribuer les uns avec les autres à vouloir changer la conscience humaine. Et évidemment, ça peut entraîner donc des mouvements spirituels, des choses comme ça qui peuvent prendre forme hein, collectivement et qui vont avoir l'objectif, donc progressivement, d'influencer la collectivité et éventuellement donc de faire évoluer la pensée de l'être humain puis de faire avancer l'évolution de la conscience humaine progressivement. Alors, évidemment, ça, c'est l'idéal du philosophe. Et puis, évidemment, le philosophe va souvent expérimenter ce qu'on appelle l'injustice sociale. Donc, on a parlé d'injustice individuelle pour le créateur. Là, on parle d'une injustice sociale qui va consister justement à constater que l'individu qui a une volonté de changer la conscience humaine, donc la changer son conscience collective humaine, parce que le philosophe touche vraiment cette conscience collective humaine, va souvent se retrouver dans une situation où la société, lorsqu'elle voit que quelqu'un ou plusieurs individus influencent la collectivité avec une pensée nouvelle qui pourrait remettre en question l'ordre, entre guillemets, de la société, il peut y avoir à ce moment-là des pressions sociales qui vont être faites par la société pour empêcher ce moment spirituel de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir prendre trop de place. Alors, c'est là qu'on va vivre cette fameuse notion d'injustice spirituelle. Et c'est ça un peu que je dirais donc par rapport à ça. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, quand on regarde collectivement comment la société fonctionne, ben, on a compris que l'intuition, c'est une
place très minime dans la société, hein. On doit l'accepter, hein. Je pense que je ne vais pas révolutionner personne en disant que l'intuition est très mal comprise aujourd'hui dans le monde et qu'elle est très peu reconnue et qu'on peut pas parler d'intuition, bien sûr, à tout moment et à tout instant, mais que l'intuition, quelque part, est quelque chose qui n'est pas instauré dans la société. Et quand on pense aux philosophes, les philosophes sont des gens qui ont donc sont des sages, qui sont capables de regarder la vie avec sagesse, avec intelligence, sont capables donc de percevoir la réalité de la vie au-delà de la matière. Et ces gens-là, bien évidemment, on a envie effectivement d'amener la collectivité humaine à devenir consciente de cette réalité-là, mais on n'en est quand même pas rendu là, hein. C'est-à-dire qu'individuellement, l'être humain, ou même collectivement, l'être humain n'est pas rendu à cette étape, à cette capacité justement de faire valoir cette réalité-là. Alors, donc, c'est ça un peu la situation. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait que je fasse une démonstration pour le philosophe? Alors, Virginie, qui va donc être la personne qui va bénéficier de cette lecture-là. Donc, c'est chakra frontal que je vais regarder chez toi, Virginie. Alors, toi, ce que je dirais de toi, Virginie, à ce niveau-là, c'est que le philosophe est actif chez toi. On va dire ça comme ça. Et je pense que le philosophe est actif chez toi, mais tu n'as pas encore accueilli toute la richesse, euh, la confiance finalement pour donner accès à à ce philosophe de s'exprimer en toi. C'est-à-dire qu'il y a encore des doutes par rapport à ce savoir-là. C'est comme si tu te disais, ben, j'ai encore des croûtes à manger, j'ai encore peut-être des apprentissages à faire, comme si avec un besoin de perfectionnement que tu allais chercher pour te donner, pour te préparer, si tu veux, à assumer le philosophe en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, Virginie. Donc, la première étape, ensuite, donc, ça va être exactement ça. OK. Alors, donc, je vais essayer donc envie de te perfectionner, d'accord? Ensuite, on fait une action là-dessus. C'est sûr qu'il y a un manque de confiance là-dedans. C'est-à-dire, je comprends que tu as toujours envie de te perfectionner, mais en même temps, quelque part, moi, ce que je sens, c'est que le philosophe y attend. C'est un peu comme si le philosophe avait déjà, lui, quelque chose de mature à te proposer, mais que toi, tu n'étais pas en mesure de l'assumer. Tu vois, c'est ça la nuance que je dirais par rapport à ça. Je vais faire une action pour équilibrer, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un peu comme quelqu'un. euh, Tu sais, ça touche l'ego. Tu sais, l'ego, à quelque part, c'est se dire, ben moi, je ne veux pas finalement me mettre en lumière parce que les gens vont penser que j'ai un gros ego. Je ne veux pas me mettre dans une situation où j'ai une connaissance parce que les gens vont penser que je me prends pour quelqu'un d'autre, ainsi de suite. C'est une espèce de volonté chez toi, une autocritique, voilà, qui se manifeste contre toi. Et cette autocritique fait que tu es tout le temps en train de te juger et de t'empêcher de te mettre en lumière. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un, finalement, qui a de belles choses à offrir, mais qui se dit, non, non, je ne suis pas prête, non, non, il faut surtout pas que je fasse ça parce que les gens vont penser ceci, ils vont penser cela. Alors, finalement, c'est comme ça, quelque part, il y avait un gros ego là-dedans, tu vois. En faisant une caricature, évidemment, Virginie, là, c'est-à-dire que le gros ego, c'est quoi? C'est que au nom, à force de te dire que tu n'as pas d'ego parce que, ou tu ne veux pas montrer que tu es quelqu'un d'autre, finalement, tu es devenu, à quelque part, quelqu'un qui est tellement prisonnière de ton ego que tu ne te permets pas, quelque part, de te mettre en avant pour faire valoir, quelque part, qu'est-ce que tu as à communiquer, qu'est-ce que tu as à dire. Et je pense que ce serait sans doute intéressant pour toi euh, de te poser la question de quelle façon que tu pourrais justement te mettre en lumière sans que cet ego-là soit si présent que ça. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que moi je me mets en lumière puis que je dis des choses comme moi, par exemple, c'est pas parce que je suis en train de vous dire des choses aujourd'hui que j'ai la vérité. Je peux arriver avec des convictions de ce que je ressens, de ce que je perçois, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai raison sur vous. J'essaye donc de vous le partager avec le plus de certitude par rapport à ce que je peux percevoir, tout en confrontant avec vous qu'est-ce que vous avez à me dire, puis on essaie d'évaluer, de trouver un chemin là-dedans. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un combat d'ego, ça veut juste dire quelque part que j'ai développé une certaine confiance envers l'outil que j'ai, et ça me permet donc d'interagir avec vous. Donc, je pense que dans ce sens-là, Virginie, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là que tu as peut-être à développer, de comprendre davantage de quelle façon que tu pourrais t'exprimer en acceptant le rôle de l'ego, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ça te parle. Donc, peut-être qu'on pourrait arrêter ici pour
présentation au niveau de du message que j'avais à te transmettre. Puis on va passer maintenant donc à l'étape du chakra couronne. L'équilibrage individuel peut-il être pris par tous? L'équilibrage, ben oui, je ne comprends pas tout à fait ta question, Hélène. L'équilibrage individuel peut-il être pris par tous? C'est-à-dire que l'équilibre, finalement, ça touche, il y a deux choses là-dedans. L'équilibre touche ma zone de confort. Ça, c'est un équilibre qui peut être une zone de confort. Donc, c'est un équilibre qui est relié à, ben moi, je me sens confortable dans la situation dans laquelle je suis. Est-ce que je suis vraiment en harmonie avec moi? Non. Je suis simplement dans une zone de confort. Maintenant, si je reconnais mon équilibre véritable, peut-être que cet équilibre véritable ne va pas me mettre dans une zone de confort, va me mettre dans une zone d'inconfort. Et parce qu'il va me mettre dans une zone d'inconfort, peut-être que je ne me sens pas capable de suivre ce chemin-là, tu vois? C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hélène, oui, OK. Donc, si on va maintenant, on va passer à la septième famille d'âme, qui est donc la dernière, la famille d'âme des spirituels. Le spirituel, c'est chakra couronne. Le chakra couronne, bien évidemment, vous l'avez compris, ça touche quelque chose d'inconnu pour l'humain, hein, parce que ça nous amène à des sphères très élevées du ciel, hein. Là, on comprend quelque part que le spirituel, c'est celui qui accomplit quelque part, qui a réalisé son incarnation et qui a reconnu quelque part qu'il est en alignement, lui, qui est en harmonie avec la nature spirituelle. Et comme il est en harmonie avec la nature spirituelle, il a moins envie de s'exprimer dans le monde terrestre parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire sur Terre. Donc, c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, réalisé sa vie. Et cette réalisation fait que cet être humain-là n'est pas quelqu'un qui va avoir envie de faire des discours, qui va avoir envie de s'incarner dans la matière. C'est quelqu'un qui se remet en retrait. Et le fait qu'il se mette en retrait, ben, va faire que lui va dégager quelque chose de particulièrement harmonieux. Parce que quelque part, il est en alignement avec sa nature spirituelle et des gens vont peut-être avoir envie de se rapprocher de lui. Ça touche un peu la notion du gourou, en quelque part. Il y a des gourous qui vont parler, c'est le philosophe, mais il y a des gourous qui vont finalement se mettre dans une situation simplement de bien-être, où ils vont simplement ne pas avoir de grands discours à donner, mais ils vont transmettre à quelque part quelque chose qu'ils expérimentent. Et le fait qu'ils expérimentent cet état-là, ben, quelque part, font que les gens ben, ressentent un sentiment d'accomplissement, un sentiment de bien-être, parce qu'ils sont présents avec ce type d'individu-là. Donc, ça, c'est vraiment donc le spirituel qu'on va retrouver comme ça. Maintenant, le spirituel, il y a une blessure qui est assez importante qui peut se manifester chez lui. C'est l'injustice spirituelle qui, elle, va se faire dans quelle façon? C'est-à-dire que moi, je peux être un être spirituel, mais l'être spirituel peut ressentir une forme d'injustice au fait il est un être qui a fait, par exemple, une grande pratique spirituelle, par exemple, et se dire, ben voilà, j'ai fait une grande pratique spirituelle, puis la vie me fait vivre de la merde. Elle me donne des expériences douloureuses, pas agréables. Donc, je vais me révolter en quelque sorte contre, contre Dieu en me disant, ben Dieu, t'es pas bien, t'es pas une bonne personne, t'es pas gentil avec moi, t'es pas juste avec moi. Alors évidemment, c'est de l'immaturité dont je parle, hein. Alors évidemment, le spirituel aligné, harmonieux va rester dans son espace, mais celui qui va vivre l'injustice spirituelle va s'éloigner de cet espace-là harmonieux pour toucher deux grandes sphères que je vais peut-être nommer pour faire une caricature, là. Il y a celui qui va devenir athée, qui va devenir finalement celui qui se coupe de sa source, qui va devenir finalement quelqu'un qui va se poser des questions existentielles, qui va se questionner sur le sens de la vie. Et de l'autre côté, il va y avoir évidemment celui qui va complètement être ce qu'on peut appeler le perché. Et le perché, mais c'est celui qui se perd dans les sphères spirituelles et qui peut évidemment se retrouver dans une situation qu'on pourrait dire sectaire. Le sectaire, mais évidemment, c'est celui, quelque part, qui, parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, va vouloir, quelque part, affirmer aux êtres humains qu'il est Dieu, en quelque sorte, parce que justement, Dieu n'est pas une bonne personne fiable, mais moi, je suis fiable. Suivez-moi et je vais vous montrer, quelque part, en quoi moi, je peux vous amener vers le véritable univers spirituel, le véritable univers spirituel que moi, je connais. Et c'est là, évidemment, les dangers des sectes qui vont prendre forme, beaucoup chez les spirituels, dans le cas de l'hyperactivité plus particulièrement, qu'on va retrouver. Alors, vous voyez évidemment que le spirituel, ce qui est intéressant, c'est que collectivement, l'être humain s'est beaucoup perdu dans la quête de sens. Quand on pense à donner un sens à sa vie, on a deux grands courants. Le courant existentialiste qui dit, ben moi, j'ai juste une vie à vivre sur Terre, puis je vis avec les plaisirs des sens. Puis de l'autre côté, il y a la vie religieuse
à la vie spirituelle, des gens qui s'associent à des spiritualités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient des religions, etc. Et ces gens-là, bien évidemment, vont quelquefois développer une spiritualité, mais qui ne repose pas sur une spiritualité, mais qui repose sur des pratiques spirituelles. Par exemple, aller à la messe le dimanche, faire de la méditation, etc. Donc, on va développer des pratiques spirituelles, mais ces pratiques-là ne vont pas toujours être associées non plus à une démarche spirituelle. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose là-dedans de trompeur, parce qu'évidemment, encore une fois, quand on regarde la société dans laquelle on est, collectivement parlant, encore une fois, on comprend bien qu'effectivement, le sens spirituel n'est pas au rendez-vous. On a beau avoir des religions, on a beau avoir des mouvements philosophiques spirituels qui peuvent exister, l'être humain, de façon collective, est loin d'être un être spirituel. Il s'est complètement éloigné, pourrait-on dire, de sa nature spirituelle, parce que quelque part, il n'est pas dans cet alignement avec l'être qu'il est. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qu'on voit qu'il y a tout un travail à faire pour que l'humanité, hein, collectivement parlant, puisse développer ce cheminement-là. Mais c'est certain que le spirituel est une voie importante pour l'être humain, quelque part, puisque ça touche évidemment ce septième chakra-là, qui touche cette notion de spirale évolutive, c'est-à-dire que lorsque les chakras se mettent à l'activité dans la notion de spirale, ben, le chakra couronne va être l'accomplissement en quelque sorte de ça. Alors, Nicole qui me dit, waouh, je me reconnais, c'est fou, je me reconnais vraiment dans cette description. Waouh, bien évidemment, Nicole, tu es dans la réalisation de l'être. Il y a peu de gens vont se reconnaître avec beaucoup d'ardeur dans le. Moi, par exemple, je me reconnais beaucoup dans le philosophe. Euh, Par exemple, mais je me reconnais dans d'autres, hein. On a tous à quelque part un chakra dominant, pourrait-on dire, qu'une famille d'âmes dominante, qui ne veut pas dire pour autant que cette famille d'âmes dominante, elle n'est que nous. On peut avoir d'autres éléments qui sont perturbateurs dans notre structure, qui fait que même si j'ai une famille dominante, par exemple du spirituel, je peux avoir des perturbations plus importantes dans d'autres chakras qui vont me désaligner, qui vont me désaligner de cette nature spirituelle, par exemple, ou philosophe, ou je ne sais quoi, qui va faire que je vais être plus dans une position d'instabilité. Alors, c'est certain que l'équilibre de la spirale évolutive, c'est consiste à effectivement à trouver un équilibre dans les 7 chakras en fin de compte. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je fasse donc une démonstration avec le spirituel? Donc, Rivière qui s'est présenté, qui a été vraiment très rapide. Je félicite Rivière de la rapidité. Alors, donc, Rivière. Alors, regardez ça, qu'est-ce qui est présent? C'est drôle parce que tu t'appelles Rivière, puis la chose qui me vient dans la perception que j'ai au niveau de chakra couronne, c'est cette notion de flottement. Tu sais, le flottement, quelque part, c'est de se dire, ben moi, je ne veux pas descendre dans la matière, parce que descendre dans la matière, il y a quelque chose de rustre, il y a quelque chose de brusque, il y a quelque chose de redoutable, pourrait-on dire, dans la matière. J'ai envie, moi, de plutôt flotter, tu vois. Et flotter, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut donc dire, quelque part, de me laisser, c'est me laisser porter. Maintenant, me laisser porter, bien évidemment, si je me laisse porter, bien, je peux m'égarer. Donc, inévitablement, je peux m'égarer, je peux me laisser flotter, mais je ne peux pas non plus nécessairement m'égarer. Je dois, quelque part, porter attention au fait que je flotte et que le flottement m'amène dans une certaine direction, une certaine orientation, etc. Et je sens que chez toi, il y a vraiment comme une nécessité de retrouver tes jambes, donc de retrouver l'incarnation pour retrouver quelque part la direction, le chemin de ta véritable expression spirituelle. Parce qu'on a beau dire, bon, par exemple, je pourrais dire, ah, ben moi, je me laisse aller dans la vie, j'ai confiance à la vie. Puis je le fais, je fais ça, puis à un moment donné, je me réveille, hey, je fais confiance à la vie, mais je suis en train de prendre une direction qui ne me convient pas du tout. Donc, je suis obligé, quelque part, de dire, un instant, là, je dois reprendre les choses en main, je dois retrouver mes jambes, je dois retrouver mon espace pour reconnaître à quelque part le désir que j'ai de ne plus finalement m'égarer, parce que je suis en train de m'égarer. Donc, nécessairement, il y a une nécessité donc de reconnaître que il y a en nous un être qui s'était fermé les yeux en se disant je fais confiance à la vie, mais qui se rend compte qu'en faisant confiance à la vie, il ne peut pas lui faire confiance complètement à la vie parce que la vie ne l'amène pas dans la bonne direction. Donc, il est obligé de prendre les choses en main. Alors, j'ai l'impression que Rivière, c'est ça que tu dois peut-être apprendre à faire, de retrouver effectivement ce droit à prendre davantage les choses en main dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Vous avez raison. Donc, on va essayer de faire un petit peu une action d'équilibre pour tout ça.
C'est ça, puis ça touche la notion aussi d'affirmation, c'est-à-dire que je sens un petit peu de timidité chez toi. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui dit, OK, je vais à la gauche intérieurement, mais les gens m'orientent pour aller à droite. Ben, si je suis un peu timide et un peu gêné, ben, je vais aller à droite. Mais si j'assume ma vérité, je vais aller à gauche. Donc, quelque chose de cet ordre-là que je sens que tu as besoin d'explorer, d'affirmer davantage, Rivière, qui va t'aider sans doute évidemment à trouver ton chemin et à pouvoir te réaliser à ce moment-là. Ça va? Donc, elle me dit complètement, donc elle est d'accord avec moi, donc c'est bien. Donc, si tu veux vérifier, on va s'arrêter ici pour notre petite démonstration. Et finalement, pour terminer, je voulais simplement vous rappeler, hein, parce qu'évidemment, ces petits entretiens-là, quelque part, une raison d'être, hein, finalement, c'est de faire valoir la pratique de la pleine conscience intuitive, évidemment, en des démonstrations. Les démonstrations, évidemment, c'est sommaire. On est d'accord, dans une consultation, on permet d'approfondir beaucoup plus de choses, mais c'est quand même l'idée, c'est de vous faire une démonstration, de vous faire expérimenter les choses et de faire valoir que tout ça, ça se développe. C'est-à-dire que on peut très bien parler de l'intuition, on peut lire des livres sur l'intuition, on peut parler sur réfléchir sur l'intuition, mais quand on veut développer une pratique intuitive, on doit passer par la pratique. On ne peut pas passer par simplement de la théorie. L'expérience intuitive, c'est comme une langue qu'on doit parler. Et pour parler une langue, ben, on doit pratiquer. Donc, la pratique intuitive, ça repose sur ça. Il y a donc des techniques qui ont été développées. Moi, j'ai écrit un livre, par exemple, qui s'appelle Décodage intuitif et soins psychoénergétiques, qui est un livre qui présente la méthode de la pleine conscience intuitive. Il y a d'autres livres qui vont venir aussi éventuellement, qui vont enrichir ce livre-là, mais c'est quand même un livre très pratique au niveau de la méthode. Et il y a donc des enseignements qui vont être donnés très bientôt. Donc, par exemple, le 9 et 16 mars, il y a donc une petite formation qui présente la notion de l'intuition, l'éveil et les neurosciences, donc un genre de parallèle avec tout ça. Donc, de quelle façon que le cerveau peut être utilisé pour favoriser le développement de l'intuition et de l'éveil. Donc, il y a tout un apprentissage pratique qui est proposé à travers deux ateliers de 3 heures. Un sur donc comment peut-on arriver à harmoniser au cerveau puis favoriser donc un protocole pour amener les transformations dans notre vie et un autre atelier sur comment je peux apprendre à me réunifier à moi-même. Et évidemment, tout ça se fait à travers l'apprentissage de la pratique intuitive, lecture intuitive, déprogrammation et soins, qui sont les trois volets de la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, le 9 et 16 mars, vous avez ces deux ateliers-là. Vous avez en plus un bonus de 3 ateliers gratuits donc sur les neurosciences et l'éveil, donc qui vous enseignent d'autres méthodes que ceux qui sont présentés à deux ateliers qui vous permettent donc de vraiment faire un genre de overview, pourrait-on dire, de survol des grandes pratiques qui vous permettra de développer votre intuition, mais aussi de favoriser un plus grand équilibre dans votre vie et de favoriser un mieux-être dans votre vie. Il y a donc ensuite un enseignement à la fin, après les 3 ateliers qui sont en replay, eux, d'un enseignement en direct, en ligne, sur l'éveil et les crises spirituelles, dans lequel on va vous enseigner de quelle façon que vous pouvez justement mieux comprendre ce que c'est que la crise spirituelle, mais aussi de quelle façon que vous pouvez apprendre justement à être davantage en harmonie avec vous. Donc, si ça vous intéresse, vous avez eu les liens dans le mail que moi je vous ai envoyé. Si vous n'avez pas eu ce lien-là, ben, vous pouvez communiquer avec moi, puis je pourrais vous faire parvenir les liens de cet enseignement-là qui a lieu donc à partir donc, de samedi. À 15 heures de France, 9 heures heure du Québec. Donc, ça dure 3 heures, donc de 9 heures à midi ou de 15 heures à 18 heures. Et les prix, c'est 125 euros ou 150 dollars pour l'ensemble de tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est quand même quelque chose qui, je pense, est intéressant. Vous avez également le 28 mars le début d'un programme qui s'appelle Alignement, qui est un programme de 10 ateliers qui vous propose justement d'apprendre à utiliser l'intuition pour équilibrer vos chakras à travers donc les états de conscience qu'on a vu un petit peu au niveau de la spirale évolutive. Et vous avez également en bonus un enseignement en ligne, en replay, sur l'auto-guérison des chakras, donc qui est un enseignement très important qui vous permet donc de comprendre de quelle façon qu'il est possible de développer votre perception de vos chakras, de comment vous pouvez équilibrer, soigner chacun d'eux. Donc, c'est un enseignement qui est assez riche et vous avez donc un livre qui vient avec ça et c'est ces 250 euros de l'heure pour cet enseignement-là. Et puis, il y aura donc évidemment d'autres enseignements qui seront proposés aussi, puisque j'ai un ensemble important d'enseignements que je propose et qui vont se proposer, qui vont être proposés tout au long des mois qui vont venir. Puis, je vais venir en Bretagne, en France, au mois de mai. Je vais donc faire un week-end le 8 et 9 juin sur la lecture intuitive et soins de l'oreille des chakras, le 8 et 9 juin à Nantes, et je vais faire une série de conférences. Dominique, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux me rappeler les villes que nous allons faire ensemble? Oui, je suis là. Alors, les villes que nous allons faire ensemble, il y a bien entendu Nantes, il y a Saint-Nazaire,
il y a Vannes, il y a Ancenis, Châteaubriand, et puis Rennes. Quand même, hein? Et Ouais. puis, je vais être aussi à Quimper. Je vais faire un petit court séjour à Quimper pour faire des consultations. Et puis, je vais également être en Belgique aussi après ça. Et puis, je vais également aussi peut-être je vais faire au Maroc également, qui est prévu aussi actuellement. Donc, si vous avez des intérêts pour les villes de mon séjour en France, plus particulièrement en Bretagne, vous pouvez aller voir jauneturquoise.fr, qui est le site de Dominique Carrette de Jaune Turquoise, qui est l'organisateur de mes activités en France. Et puis, évidemment, si vous avez des questions sur les autres activités, ben, vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire, Dominique? Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou que j'ai Non, oublié? non, je pense que tu as bien annoncé ce que tu allais faire en Bretagne. Et tu seras aussi au salon de Rosé. Oui, c'est vrai, dans la région pas loin de Nantes aussi. Oui, tu vas tenir un salon à Rosé qui sera au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, ça sera au mois Il de sera le mai. 25 et le 26. 24, Voilà. 25, 26 mai. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous êtes bienvenus donc à venir me rencontrer. Pour les gens du Québec qui sont intéressés, bien évidemment, tenez-moi, manifestez votre intérêt. Il y aura des choses qui vont prendre forme. Je dois en parler avec mon organisateur pour ça. Mais bon, déjà, vous avez des options Internet en ligne qui peuvent exister. Et pour les présentiels, ben, vous communiquez avec moi, puis je pourrai vous informer des dates prochaines. Alors, je vais donc m'arrêter ici. Je vous remercie de votre participation. Sylvain, s'il te plaît, Oui, je vais préciser une chose. oui. En sachant que tu seras au salon le 24, le 25 et le 26 mai, et tu donneras des consultations à Nantes le 27 mai, le lundi. Et Ah ensuite, oui. et Mhm. ensuite les consultations seront sur Redon principalement. Exactement, tu as tout à fait raison, je te remercie. Il y a également à Quimper, s'il y a des gens qui sont intéressés, jamais à Quimper, il y aurait peut-être des possibilités. Donc, mais voilà, donc on a pas mal complété. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit entretien. Vous allez le voir en replay si vous êtes donc désireux de le revoir. Et je vais vous donc dire à très bientôt pour une prochaine fois. Très belle soirée à vous, très belle fin d'après-midi pour les autres. Merci. OK, merci, au revoir. Merci Sylvain de nous avoir offert cette conférence. Merci Merci Dominique, à toi. infiniment, vraiment. Merci. Au revoir à tous.